Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin. Salut! Pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe dans l'actualité de la bande dessinée américaine, parfois un peu moins américaine, et de tout ce qui en découle. C'est la deuxième émission consacrée au mois de juillet. Non, la première émission consacrée à l'actualité du mois de juillet 2025, puisque nous avons déjà franchi la première moitié de 2025, Corentin. Depuis le 1er juin, c'est terrible. Non, depuis le 30 juin. Oui, non, excuse-moi. Mais il est fou. C'est la fatigue. Mais oui, je vois ça, je déménage mon père en ce moment et ça me prend beaucoup d'énergie. Alors, quand il dit je déménage mon père, c'est-à-dire qu'en fait, il déménage les affaires de son père. Il est pas comme ça à se trimballer son papa sur le dos dans Paris. Ce qu'il pourrait faire, ceci dit, mais non, quand même. Mais les gens avaient compris, je pense. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très premier degré qui se disent mais qu'est-ce qu'il faut avec son père tout le temps, il se trimballe les cuits sur le dos. C'est bizarre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton papa est là, juste dans le salon à côté, voilà, il nous écoute. C'est vrai. Puisque tu l'as ramené. Après, on déménage, avec toi, c'est ça, voilà. Reste calme. Oui, ça marche, Corentin. Mais pas du tout, il parle normalement, mon père. Mais il est vieux quand même, c'est ton papa. Ça va, ils ont encore une voix normale à cet âge-là. 67, quand même, hein. Ouais, bah ça y est, Il est né en 58, 10 ans avant mai 68. Bah, comme mon papa, en fait. C'est vrai? Bah, copain, Non, mais je veux dire, est-ce qu'on a vu nos deux pères dans la même pièce ensemble? Je ne sais pas. C'est pas un Italien, ton père? Bah, que si. Bah, ils sont pas croisés, alors, après. Non, c'est vrai. Remarque, non, mais je suis con. Mais moi, il est grandi à Marseille. Donc, ils ont probablement dû se croiser par la frontière. Peut-être. Son père lui-même était italien. Donc, si ça se trouve, on est frères. Putain, t'imagines l'angoisse? T'imagines l'angoisse? Non, j'ai pas envie d'imaginer ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait regretter d'avoir fait ensemble. Voilà. Ce serait un twist dans le soap opéra First Print. C'est ça. Non, bon, blague à part, on va donc vous faire l'actualité de ce mois de juillet en bonne et due forme. Et bien entendu, avant de commencer, on remercie. On remercie qui? On remercie notre sponsor, Pulps, avec ses 3 enseignes, ses 3 boutiques physiques sur Paris, sa succursale à Bordeaux. À Bordeaux, où notre amie Anna du jury des First Print Awards va bientôt aller. Donc, amis de Paris, va falloir dire au revoir à Anna qui va aller à Pulps Bordeaux rejoindre Bruno aussi, qu'on aime beaucoup, qui est déjà là-bas. Donc, vous avez de la chance, les Bordelais. Vous allez avoir l'équipe est déjà belle. Mais voilà, ça va être encore, vous allez prendre du plaisir à passer chez Pulps Bordeaux. Et donc, vous pouvez aussi aller sur le site internet pour découvrir tout un tas de comics et notamment la sélection VO du Focus Pups, donc à suivre, les liens dans notre description. Alors on sait que là sur leur site actuel, à l'heure où on enregistre, en fait il y a plus l'onglet spécial, ce qui est un petit peu bizarre, donc vous inquiétez pas, je les préviens pour que vous retrouviez ça plus facilement, mais sinon vous suivez simplement les liens dans notre description pour découvrir quels comics on a sélectionné en ce mois de juillet pour ces titres à prix de lancement. Bien entendu, on remercie également notre valeureuse First Print Army qui nous permet de voir le podcast sur le long terme, et on fait un gros big up particulièrement aux quelques soutiens qui sont venus se rajouter depuis le dernier front page qu'on a enregistré. Merci Alexandre, qui est le journaliste de West France qui a fait en plus l'article pour mettre en avant First Print avec la superbe photo où tu fais une tête absolument magnifique. Ouais, toutes les photos. Ouais, mais celle-là particulièrement. Donc merci beaucoup Alexandre de ton soutien renouvelé. Il y avait également Maxime, Fluff Grim et Axel qui ont rejoint notre First Print Army. Donc merci également à vous de votre soutien, et n'hésitez pas si vous souhaitez contribuer à l'avenir de First Print, c'est-à-dire continuer d'écouter des podcasts de façon générale, qu'on poursuive l'aventure aussi avec les First Print Awards et tout ce qu'on a encore envie de faire en dehors des podcasts, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur notre page Tipeee. Tous les dons sont bienvenus, que ce soit un petit, un gros, un ponctuel ou un régulier. On prend tout, voilà. Donc merci à toutes celles et ceux, aux 139 personnes à l'heure où on enregistre ce podcast, à ces 139 personnes sans qui on pourrait pas faire autant de podcasts certainement. Ceci étant dit, maintenant Corentin, il faut passer aux affaires sérieuses. Le Tipeee c'est sérieux, ceci étant. C'est vrai que c'est plutôt sérieux. N'hésitez pas à prendre ça très au sérieux si vous pouvez. C'est très 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 au sérieux. Surtout que vous pouvez défiscaliser l'ensemble. Non, j'en sais rien. Très envie du coup. J'en sais rien. S'il est un type. En fait, je n'en sais rien du tout, mais je disais ça parce que en général les dons, je crois que c'est pour les assos. Ça marche pas. Ouais, c'est pour les assos à but non lucratif. Et vu que notre but c'est d'acheter quand même, c'est hyper lucratif, c'est d'acheter une piscine en marbre. Non. Avec option champagne.
pour la remplir. Déjà, ça n'a aucun intérêt. C'est du gâchis de champagne. Mais surtout la First Print Tower, Arnaud Kikou, enfin. Ah, la fameuse. Oui, c'est on est vrai. à 0,00001% de complétion de cet objectif. C'est ça. Si vous êtes 1 milliard à filer 1 euro, bah, on peut nous faire une tour avec le logo First Print dessus et le saxophone d'Arnaud qui résonnera dans les couloirs. Et avec surtout au 4e étage les locaux de First Print Publishing. Exactement. Donc, voilà. Je m'en rappelle de ton délire. Avec un pump track. C'est un rêve. Il y aura un pump track et une mini rampe aussi sur le toit pour que je puisse faire du skate correctement, quoi. Voilà. Un héliport. Mais écolo. Ce sera un héliport écolo. D'accord, ouais. Avec un hélicoptère électrique. Ouais, à l'hélium. Électrique. Donc, par contre, sur les sujets maintenant comics. Alors, on va aborder la partie comics. Corentin. Oui. Donc, du côté de Delcourt, simplement une petite actualité, mais ça, on était déjà au courant parce qu'on en avait parlé avec Monsieur Thierry Mornay en début d'année. Changement de parution de format pour les comics Spawn. Puisque à partir de maintenant en fait là depuis ça faisait maintenant depuis pas mal de temps en fait que Spawn était publié sous l'intitulé Spawn Renaissance qui faisait suite à la première série Spawn en fait où il y a eu un point de rupture. Alors je ne sais plus à quel numéro exactement ça s'arrêtait, mais en gros moment il y a eu un relaunch. Mais au bout de 16 tomes, on est arrivé avec le Spawn 350 qui a mis fin à une intrigue de longue date, c'est-à-dire qui reprend le trône de l'enfer, le trône des enfers après la mort de Malebolgia. Et donc, vu qu'il y a un nouveau statu quo à la fin de ce numéro, et ben Delcourt a décidé de changer sa façon de publier plutôt que de faire un Spawn Renaissance tome 17 et plutôt que de refaire un Spawn tome 1 en fait il s'est heurté de toute façon à une réalité qui est que ça on vous l'a déjà dit souvent, le format standard de l'album de comics 6 numéros 120 pages et quelques 16-17 euros, c'est un format qui est de plus en plus délaissé à cause des réalités économiques qui sont que les salaires n'augmentent pas, les prix des bouquins augmentent, que tout le monde tire la gueule, que maintenant en fait sur des séries de long terme surtout c'est des gens qui sont intéressés et ça forcément ça recrute pas nécessairement, donc en fait un type de lectorat qui aurait plus tendance à vouloir plus en fait des albums plus épais plutôt que multiplier des albums standards. Donc en fait ils prennent le pas sur ce qui a été fait par Panini Comics avec les Amazing Spider-Man de Nick Spencer ou la fin de run de Jason Aaron sur les Avengers, sur ce qu'a tenté aussi Urban Comics avec les Dawn of l'année dernière, en faisant des albums donc à double pagination, des gros albums. Donc là ce sera un Spawn 2025 qui va comprendre techniquement l'ensemble des numéros publiés sur une année. Je crois qu'il y a c'est 351 à 362 de la série principale. Et en même temps ils vont entamer la publication de l'un des spin-offs qui est le Rat City de Erika Schultz et Carlos qui est donc vraiment le côté un peu Spawn Beyond ou Spawn 2099 selon votre écurie préférée. Spawn 2099. Plutôt, ouais. Vu le costume. Oui, remarque, oui. Il y a quand même des petits parallélismes. Oui, c'est sûr. Mais donc voilà, un changement de publication pour avoir des tomes qui sont plus épais et qui, du côté de la tarification, alors sur tous les sites revendeurs et dans les communiqués que j'ai eu du service presse, c'était marqué 34,95. Mais Delcourt eux-mêmes, Thierry Mornay lui-même nous a contacté pour dire que a priori normalement ça devrait être 29,95. En l'occurrence pour des albums qui vont aller dans les 280-300 pages, qui pour le coup, autant à 34,95 j'aurais dit ça pique quand même. Je pense qu'ils auraient eu la même erreur avec la barrière psychologique sur les down-off qu'il y avait eu, tu sais, avec les albums qui étaient à 31 ou 32 euros. Là, vu que tu restes en dessous du 30, même si c'est à 5 centimes près, mais je pense que psychologiquement ça a vraiment son importance et je trouve que c'est plutôt bien pensé, surtout que compliqué de refaire une sorte de alors, je sais pas comment il l'aurait appelé. Spawn deuxième renaissance. Ouais, c'est ça. Second Coming. Spawn Rebirth, Spawn. Enfin, je sais pas, ça aurait été compliqué, tu vois, de dire, en fait, c'est un tome 1, mais techniquement, il y avait quand même 30 tomes publiés avant, donc. Ma question, Arnaud Kikou. Oui, ta question, oui. Mon Kikouzor. Oui. Et du coup, les spin-offs ne seront pas dans cette collection. Alors, tous les spin-offs. En fait, le truc, c'est que tous les spin-offs ne vont pas être publiés déjà. Donc, autant Rat City, ça va être publié. Sam and Twitch, normalement ça va être aussi publié en reprenant ce gros format. L'interrogation, c'est juste parce qu'il n'y a pas encore eu le programme, mais j'imagine que si Delcourt les continue, alors les titres Kingspawn, Gunslinger
et The Scorch devraient aussi suivre ce modèle de publication s'ils sont poursuivis. Ça, je sais, ça, j'en ai pas ni l'information ni la conviction absolue. Mais voilà. Et après, tout dépend de l'accueil de ce Spawn 2025 et de Rad City pour se faire, parce qu'il y a d'autres titres qui sont en 6, 4 ou 5 numéros où tu dis peut-être qu'ils pourraient les compiler en mode Spawn Stories ou des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas non plus tant de lecteurs de Spawn pour absorber tous les spin-offs qui ont été faits, qui ont été faits aux États-Unis, parce qu'il y a. Mais tu peux lire aussi parce que t'aimes bien l'équipe créative. Ouais, bien sûr, mais le truc de Liam Sharp dont j'ai oublié le nom, qui est toujours pas sorti de toute façon, donc voilà. Je l'attends impatiemment. Bah, tu l'attends même en vélo, vu qu'il a toujours pas commencé à apparaître. Non, il est lent, je crois par le faire. Mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, le truc c'est que là depuis 3 ans, en fait, il y a eu peut-être une dizaine de titres en tout, en comptant, donc il y a des séries régulières, des mini-séries, des one-shots et tout ça. Il y a vraiment eu beaucoup de titres Spawn, et évidemment que Thierry Mornet doit faire un tri entre ce qui doit arriver en France, ce qui est nécessaire vraiment, et ce qui peut potentiellement trouver son lectorat. Mais après, il y a peut-être des titres qui sont pas non plus assez qualitatifs et sur lesquels l'éditeur passera la main. Mais en tout cas, voilà, ça arrive cet automne, et j'imagine que pour celles et ceux qui suivent Spawn de façon assidue et régulière, c'est plutôt une bonne nouvelle à la limite, puisque sur le seul calcul de un album 2025, enfin un album annuel, combien ça coûte par rapport à 2 tomes cartonnés normal, techniquement tu t'y retrouves un petit peu plus, quoi. Oui. Corentin? Oui. Pas grand chose à commenter là-dessus. Les réalités du marché sont réelles. Voilà. Non, mais alors fais gaffe parce que la porte ouverte est un peu ou trop ouverte là. On va pas répéter à chaque fois ce qu'on dit sur ce truc-là. Je veux dire, les gens sont parfaitement au courant. Si vous prenez le podcast en cours de route, le marché des comics, un lecteur de comics n'augmente pas. De la BD. Les prix, comme tu dis, augmentent. Pas de monologue politique, mais la réalité socio-économique est ce qu'elle est du point de vue de la sélection des loisirs en fonction des prix. On peut pas réinventer le monde à chaque podcast, donc je vais m'arrêter là-dessus. C'est déjà bien, entre guillemets, que Delcourt continue pour les fans de Spawn qui ont envie de savoir la suite, de connaître la suite plutôt. Surtout que c'est sympa en plus, moi j'aime bien. Et je trouve que par rapport à ceux qui se posent la question, est-ce que c'est un point d'entrée? Vraiment, Spawn 2025, c'est un point d'entrée en vrai, puisque moi, tu sais, je suis pas le plus grand connaisseur, j'ai lu les débuts, j'ai un énorme trou à combler d'ici le mois prochain. Et après, j'avais repris sur le 351, et en fait, c'est ultra fluide, quoi. Tu t'as pas besoin d'avoir lu les 350 numéros d'avant pour comprendre. Non, mais t'as pas besoin de les avoir lus, hein. Je veux dire, c'est pas non plus de la BD exceptionnelle. Spawn, ça a ses fans, mais c'est un esprit, c'est une façon de faire. C'est les designs, surtout, et puis la variété des artistes qui est cool. Tout l'univers qui va autour, qui est un peu grouillant, les séries Seven Twitch qui sont très bien, par exemple. Et t'as Brett Booth qui arrive à ce moment-là, et ouais. Voilà, qui est plutôt adéquat. Non, mais qui est dont le style est adéquat. Années 90, c'est ça. Bien sûr. C'est adéquat pour la série. Brett Booth, pour ceux qui voient pas, c'est un mec qui a beaucoup essayé de copier justement le dessin, enfin, qui a réussi à copier le dessin des Jim Lee, plutôt des Jim Lee en l'occurrence, des Finch et des Jim Lee, on va dire. Oui, un peu McFarlane maintenant, mais à l'époque où il était chez DC, c'était plus du oui, Jim c'était Lee, clairement Jim Lee like, ouais. Après, voilà, la saga principale, je vais pas mentir en disant que c'est le meilleur comics de tous les temps. En revanche, effectivement, il y a une passion, une envie et de plus en plus d'aller vers le genre et l'horreur, parce que pendant, on va dire jusqu'à Spawn 100, c'était quand même plutôt religieux, mais c'était dans les codes de l'époque, c'était les années 90, années 2000. On pensait beaucoup à la religion à l'époque dans les BD indépendantes. Moi, je te dis, c'est pour les fans de Spawn qui comptent, parce que moi, je n'achète plus de Spawn aujourd'hui, tu vois. Pour les fans de Spawn qui continuent de l'acheter, c'est bien que le format continue, que ça se poursuive. Moi, c'est plus actuellement les spin-offs qui m'intéressent parce que c'est des lectures d'auteurs et d'artistes sur des personnages qui sont pas inintéressants, tu vois. Donc, voilà, j'espère que, par exemple, lorsqu'il sera prêt, le bouquin de Liam Sharp aura encore un lectorat en France pour celles et ceux que ça intéresse. Ouais. Une petite actualité aussi, simplement pour annoncer, enfin pas pour annoncer, mais pour dire que le projet existe. Comme ça, quand ça sortira, vous direz hey, mais je l'ai entendu sur First Print. On en parlait, les deux cons. Ah, c'est ça. Celui avec la queue de cheval et l'autre là qui tousse tout le temps. Alors la queue de cheval, quand il dit la queue de cheval, il parle bien entendu de la façon dont mes cheveux sont attachés. Ouais. Non mais tout à l'heure on a censuré la première version de ce podcast à cause d'une blague graveleuse et là t'en refais une pire. Mais celle-là est réussie. Personne n'avait pensé à ce que tu as pensé. Aussi. C'est ton cerveau malade. Aussi. Dites-le dans les commentaires. Tu n'imagines pas à quel point. Malade. Tu n'imagines pas le thirst que ah je oui, suis. Non, mais c'est sûr. Les gens pensent Arnaud, il pense first. Hein, c'est clairement. Évident. Allez, Corentin. Donc je disais au label 619, on aura une nouvelle BD de Bones qui avait fait le très sympathique one shot Blood Moon il y a quelques années. C'était il y a 2 ans déjà. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Oui, c'était sympathique. Avec son style à la Mignola.
son ancrage Et à la Philester. prononcé à la Philester, clairement. Ça s'appellera Silure. On a un pitch encore très diffus. Je vous le lis. Après un casse, une fourgonnette blindée remplie de lingots d'or est immergée dans un lac par 30 mètres de profondeur. 20 ans plus tard, l'auteur du casse, un flic pourri, revient sur les lieux pour enfin profiter de son magot. Il ne se doute à aucun instant de ce qu'il attend là, tapis dans les profondeurs. Avec la... Une silure, du coup. Une silure. Bah, mais tu spoil. Bah, c'est un poisson. Je sais, c'est la blague. C'est la blague. Oui, a priori, et de toute façon, il y a un visuel qui a été présenté, qui sera pas forcément la couverture, mais en tout cas, un mock-up de couverture qui a été présenté, où on voit un bateau, on voit un plongeur, et en dessous du plongeur, effectivement, une énorme silure, un énorme poisson. Enfin, une petite BD d'horreur. Ouais, clairement, et je pense que ce sera aussi, dans le label Low Reader présente, mais là-dessus, là où Bones, donc Frédéric Bonnelet, son vrai nom, va innover par rapport à sa précédente BD, c'est qu'il la fera à l'italienne. Et d'ailleurs, ce sera la première bande dessinée au format à l'italienne au label 119, alors qu'il a déjà expérimenté tout un tas de formats différents depuis leurs 15 ans et plus années d'existence. Mais en termes de format italienne, en fait, il y avait des artbooks Hey les trucs Hey qui étaient sortis, qui avait ce format-là, mais en BD, ils en ont encore jamais fait, donc ça changera un petit peu. Okay. Et pour celles et ceux qui disent, oui, mais ça rentrera pas dans la bibliothèque, peut-être, mais je me demande s'ils vont pas faire, parce que ce qu'on fait déjà d'autres éditeurs, tu sais, c'est de faire un fourreau qui permet de ranger le bouquin à la verticale. Et s'ils n'ont pas cette idée en tête, eh bien, j'espère qu'ils m'écoutent à l'heure actuelle, puisque alors, les gars, ça leur comme Urban Comics avec idée. The Private Eye. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que la verticale, c'est l'avenir de la vie. Non, mais c'est sûr qu'il y a des gens. Voilà, il y a des gens, ils ne prennent pas le format à l'italienne parce que ça ne rentre pas bien dans la bibliothèque. Et voilà. Mais ça, par contre, ça, c'est pas un vrai argument. Mais non, mais ça existe quand même. Mais voilà. Mais voilà, chacun ses obsessions. Ceci étant, pourquoi pas? Moi, j'aime l'horreur de la mer et des lacs et des rivières. Ouais. J'aime l'horreur maritime. Depuis que j'ai vu quand j'étais petit La créature du lac noir et que j'aime l'eau en général. L'eau, c'est bien. L'eau, c'est beau. Piranha 2, les tueurs volants, par James Cameron, en partie. Très bon film de Piranha de merde. Mais il est bien. Et Joe Dante aussi. Voilà. Et accessoirement. Intervention pertinente de Corentin. Il y a un film qui sort là, au mois de juillet, qui s'appelle Dangerous Animals, avec notre Captain Boomerang préféré. Mais non. Wentworth? Non, non, pas Wentworth, l'autre. Jay Courtney. Ah oui, d'accord. Courtney. Excellent film d'horreur. Ah oui, c'est Captain Cole, je suis con. Excellent film de requin, du coup. Mais avec toute une autre dimension. Ce qui peut tout et rien dire selon Arnaud Kikou. Dans quel sens? Un très bon film de requin. Au sens où c'est débile ou au sens où c'est bien? Non, c'est bien, c'est très bien. Okay. C'est un vrai survival avec des requins dedans, mais c'est pas que ça. Regardez pas les bandes annonces. Comme Sous la Seine. Non, ça c'est pas un bon film de requin, ça. Humour. Ouais, mais c'est pas bon. Non, mais Dangerous Animals, vraiment très chouette. Donc voilà. The Meg. Sealer, ça en est encore à l'état de The Meg, c'est trop de la merde, t'es ouf toi. Je sais, c'est pour t'énerver. Bah oui, heureusement que j'ai eu une réaction à l'attaque du requin géant à deux têtes. Ça c'est bien. Ça c'est de la de merde, mon gars. Ça, c'est bien, ça. Non mais donc Silure, c'est au stade du storyboard. Donc voilà, on sait que ça existe, on sait que Bones y planche dessus. D'abord déjà de toute façon, il y a l'intégrale de dessous qui doit sortir chez Comics Initiative. Ça on a très hâte ça. Ouais, ça on a très hâte en back issue. Très hâte. Mais voilà, donc d'ici, je sais pas, peut-être 2027, je dirais. Silure sortira en fonction de la progression c'est combien de pages de l'artiste. Il a pas dit dans le communiqué. Mais après, si c'est un one shot et que c'est un 100 pages, fin 2026. Attends, frérot, faut les dessiner hein, quand même. Ah oui. Il est moi, en tant que dessinateur, t'es pas artiste, que ça. C'est ça. Après, c'est pas beau, mais c'est ça. Non, mais pourquoi pas? C'est vrai que merde, Blood Moon, pas Blood Moon. Si. Blood Moon. Blood Moon était sympa. Il y avait des petits problèmes de rythme. Justement, il manquait des pages à mon sens. Donc ouais, espérons. Sinon, juste pour dire aussi que Lady Mechanica fait son retour aux éditions Glénat. Le tome. Pourquoi tu insistes pour mettre ce truc-là dans le programme? Mais ce n'est pas pour moi. Parce que de la même façon que quand je vois Sibi Cebulski et que je lui dis j'aime pas tout ce que tu publies, moi non plus j'aime pas tout ce que je publie, mais je publie aussi des choses pour d'autres lecteurs que moi, eh bien je place aussi une actualité sur des titres qui moi ne me parlent pas plus que ça, mais qui se feront plaisir à celles et ceux à qui ça plaît. Et je suis persuadé que parmi les gens qui écoutent First Print, il y a des gens qui aiment Lady Mechanica.
J'ai rien dit. Voilà. Donc, c'est le 9e tome. Mais surtout, moi, ce qui me fait marrer, ce que je trouve que je trouve cool, puisque moi, en fait, tu vois, à la manière de Superman, je suis toujours optimiste, et je suis plutôt sympa. La seule différence, c'est que j'ai pas de gros lasers qui me sortent des yeux. C'est la seule différence entre vous. C'est à peu près la seule différence. C'est à peu près. Je peux rien penser d'autre. Non. Grosso modo, non. Donc c'est quand même le tome 9. Moi, le tome 9, donc Glénat Comics, ça n'existe plus. T'es un immigrant, toi aussi, tu es d'Allemagne. Alors, je suis né en France, donc je suis pas un migrant. Ouais, quelque part. T'es plutôt allemand que. Ouais, mais par définition, le migrant, c'est celui qui vit dans un pays qui n'est pas son pays de... Ah oui, l'Alsace, oui, d'accord. Oui, c'est vrai, effectivement, dans ce cas-là, je suis un peu un migrant. On parle-nous du projet, là, arrête de t'interrompre, c'est incroyable, ça. Donc, je disais, c'est le 9e tome de la série Lady Mechanica, donc une création de Joe Benitez, qui, depuis, en fait, a fait une bonne partie des aventures dans son studio indépendant, et finalement, il a décidé de la repasser chez Image Comics parce que, pour déléguer notamment tout ce qui est la production en fait en tant que telle aux équipes d'Image pendant que lui s'occupe en fait de superviser vraiment le créatif. Donc là c'est une mini-série qui était sortie l'automne dernier chez Image Comics qui s'appelle The Devil in the Lake. Et alors sur lequel il est que co-scénariste avec M.M. Chen. C'est une dessinatrice qui s'appelle Sia qui s'occupe de dessiner et en gros on fait un peu une pause parce qu'en fait depuis le début de la série Benitez laisse quand même des zones troubles du passé de Lady Mechanica sans apporter les réponses à toutes les questions. Et donc dans le précédent tome, dans le tome 8 en fait on commençait vraiment à plus creuser cette question, mais là il y a un stop quand même de cette intrigue. Et en fait c'est Lady Mechanica qui va en Sibérie. En fait il y a une sorte de chasse qui se met en place autour d'un lac dans lequel vivrait un dragon. Et Corentin, faut savoir. Donc c'est pas une silure, c'est pas une silure. Mais ce qui est très très curieux, je trouve, dans ce récit, c'est que t'as une sorte de tonalité presque young adult en fait qui intervient, qui est moi je trouve un peu troublante parce que Lady Mechanica c'est quand même plutôt sombre avec cette vibe steampunk. Donc voilà. Pas pour moi la meilleure des mini-séries qui ont été publiées sur le personnage, mais bon, j'imagine que les lecteurs qui sont au rendez-vous depuis le début seront toujours là. Et faut que t'arrêtes de rigoler quand je suis en train de parler juste parce que t'aimes pas en fait. C'est terrible quand même. C'est pas la meilleure des séries Lady Mechanica par rapport à toutes les autres qui sont d'une qualité mais moi j'aime bien les débuts, mais moi il y a je trouve c'est pareil au début je dévorais Lady Mechanica. Non mais toi le truc c'est que là tout le monde le sent que tu te moques et que tu penses que c'est de la merde, alors assume-le et dis-le. Je l'ai dit, mais laisse les gens qui aiment bien qui je ne juge personne. C'est pas moi faites des podcasts et dites que je suis un connard, y a pas de souci. Mais c'est pas une grande bande dessinée, c'est une BD qui est distrayante. C'est pas le truc, c'est que Benitez c'est un mec qui fait surtout du posing en fait, donc je trouve qu'il y a surtout des gros problèmes mais tu restes dans un truc qui plaît, et puis de toute façon si ça a tellement marché et que Glénat continue à le sortir, c'est que ça a quand même des raisons de trouver un certain succès quoi. Oui, mais ça c'est pas une garantie de qualité hein. Tout à fait, bien entendu. Après je suis content s'ils se font de l'argent, tant mieux. Oui, moi je suis content si ça vous plaît, vraiment, il y a pas de moi c'est juste que c'est bien, quand on connaît quand même aussi le passif de Glénat Comics à avoir coupé des séries en plein milieu, je suis plutôt moi je trouve ça plutôt cool au moins que ou alors à l'inverse c'est triste que celle-là ait survécu par rapport aux autres qui ont été coupées. Après, ce qui est triste, c'est qu'il y a plus de gens qui se soient dirigés vers Lady Mechanica que vers des titres qui méritaient sûrement un peu plus d'attention. Mais en même temps, ils avaient pas de nana steampunk. Après, c'était quoi en splash page permanente. Il y a Arrow County qui avait. Non, le plus dur, je pense que c'est Sex Criminals quand même. Oui, quand même. Ouais. C'est triste. Personne ne s'y est tenté depuis. Non. Dommage. Quand t'as un four comme ça, tu le retentes pas. Je pense que les gens ont attendu qu'une adaptation finisse par sortir de terre et jamais arrivé. Mais qui ne sera pas faisable en l'état, quoi. Beaucoup de gens ont essayé, mais bref, voilà. Lady Mechanica revient et c'est cool pour toi et pour ceux qui aiment bien ça. Voilà. Par contre, ce qui est beaucoup moins cool, c'est une nouvelle qu'on a appris tout récent, enfin vraiment juste avant d'enregistrer, enfin aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce podcast, la mise en liquidation judiciaire des humanoïdes associés. Aïe aïe ouille. Et ça, choc. Ça pique. Choc parce que la nouvelle est tombée en fait via Livre Hebdo, qui est certainement le média référence en fait sur l'actualité de l'édition et donc aussi de l'actualité de la bande dessinée. Qui en fait de ce qu'on comprend c'est la structure, donc les humanoïdes associés, c'est la branche française de la Humanoids Publishing, Humanoids Inc.
Humanoids Inc. C'est toujours Humanoids Inc. Ouais, c'est toujours Humanoids Inc. En gros, ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que donc le 26 juin, là on est le 11 juillet, donc le 26 juin, c'était il y a pas si longtemps que ça, ils ont eu une réunion, une assemblée générale exceptionnelle convoquée par Fabrice Giger, qui est le patron. Et en gros, donc les propos, c'est ils ont annoncé ce jour même le non-paiement des salaires de juin et la liquidation judiciaire. Et visiblement personne s'y attendait. Bon courage. ouais, en disant donc en fait et Giger qui a été contacté par Livre Hebdo qui explique que en fait il y a une nécessité de procéder à des licenciements, à une restructuration complète des humanoïdes associés qui doit trouver une autre façon de fonctionner. Et là, je cite encore. En liquidation, c'est un peu trop tard pour trouver une nouvelle façon de fonctionner, non? Oui, mais c'est pas ça que sert le redressement avant la liquidation. C'est pour ça que et pour en avoir discuté avec quelques confrères que les gens sont effectivement un peu circonspects puisque effectivement quand tu liquides normalement tu liquides quoi. Oui, ils vont fonctionner sans ordi, sans personnel et sans enseigne française. Voilà, mais alors quand il dit ça, pourtant il dit Giger, il dit la marque ou l'imprint les humanoïdes associés va continuer d'exister mais sous une forme qui sera plus modeste et plus souple. De ce que moi je connais pour avoir vécu ce genre de situation, oui. De ce que je comprends, c'est que les humanoïdes associés en tant que label vont pouvoir continuer d'exister. Après, pour des rééditions. Est-ce que c'est non, parce qu'ils disent on maintient le catalogue et il y aura des nouveautés. Ce qui moi me rassure parce que il y a des jeunes auteurs qui sont quand même assez prometteurs et qui ont été publiés aux humanoïdes comme Lolita Couturier, comme Eli Huo, comme Cork qui a fait Bestia. Donc c'est des BD, ils ont quand même insufflé une nouvelle vague avec leurs éditeurs de BD de genre portés par des jeunes auteurs et autrices qui sont vraiment super cool et dont j'aimerais d'ailleurs prendre plus le temps de vous parler. Il y a le Bird King qui est sorti aussi, t'as le Hedra de Jesse Lonergan. Donc voilà, c'est une maison d'édition qui a une proposition qui est intéressante et dans laquelle nous on trouvait quand même des trucs vachement cool. Et donc ils disent que ça va continuer. Pareil, ils disent que Metal Hurlant ça va continuer aussi. Moi la question que j'ai s'il y a liquidation, c'est chez qui ça va continuer? Est-ce que c'est Humanoids Inc. en fait qui a d'autres structures, hein, ils ont la boîte à bulles, ils ont les éditions de l'homme sans nom. Est-ce qu'ils vont poursuivre effectivement les humanoïdes associés comme un label peut-être de humanoïdes qui serait édité en France, mais vu que c'est juste un label et pas une maison d'édition, ça justifie de plus avoir de personnel dans le sens plus de salariés et de passer plutôt par des prestataires, des freelances. Donc en termes de masse de charges, enfin faut pas dire les charges. De masse salariale. Forcément tu t'y retrouves. Non, faut pas dire les charges. Oui, non, mais je sais qu'il faut pas le dire parce que c'est pas une charge en fait, c'est des cotisations, enfin c'est normal quoi, qu'il faut payer ça, c'est pour tout le monde. Mais donc voilà, tu vois, moi c'est vraiment comme ça que je vois le truc se poursuivre, c'est quoi, c'est en gros, c'est soit ça reprend ça, soit c'est vendu à une autre boîte quoi en fait. Moi je pense non. À une autre boîte qui reprendrait le là techniquement tu vends les actifs, tu dis voilà, on vous vend la marque. Ils vont pas vendre les copyrights de Mobius, de Druyet, de Dionnet. Alors le truc c'est que Mobius c'est géré par deux, enfin il y a d'autres trucs qui gèrent en fait, c'est pas que les humanoïdes. Ah ouais, mais les rééditions de ses classiques à lui, c'est pas les humanos qui les publient? Si, mais faut voir à qui appartiennent les contrats en fait. Moi c'est ça en fait, parce que moi je reçois des communiqués de presse où je sais que c'est pas les humanoïdes, c'est une autre parce que là il y avait eu des rééditions de certains trucs et c'était pas, bref. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux très bien dire on vend la marque les humanoïdes associés, on vend le catalogue, on vous vend aussi tous les contrats des auteurs qu'on a passés et puis ça continue ailleurs quoi, c'est déjà arrivé techniquement. Ouais, peut-être, mais ça m'étonnerait qu'ils s'asseyent sur peut-être qu'ils vendront les contrats mais qu'ils s'asseyent sur le pognon que rapporte sans rien faire entre guillemets tout leur back catalogue qui est quand même énorme quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi, c'est 50 ans de publication 74 qu'ils ont fondé le truc. Dionnet, Druyet. En tout cas Metal Hurlant c'était il y a 50 ans ouais. Et Giraud, ouais, c'était ça. Et puis il y a eu tout ce qu'ils ont publié ensuite. Bon après là les droits ont été perdus mais ils ont même fait du comics et tout. Il doit avoir des originaux de Corben aussi d'ailleurs. Remarque ça c'est pareil, les droits ils ont disparu dans la nature mais je sais pas, moi personnellement en dehors de ce qui va se passer parce que je n'en sais rien, très franchement, je ne suis pas aussi expert que toi du marché français. Je trouve ça triste déjà pour les gens qui ont perdu leur travail évidemment. Mais aussi parce qu'on a l'impression que comme tu dis, il y avait des belles signatures, belles propositions du point de vue VF évidemment. Du point de vue VO, ça a jamais, VO, version américaine, ça a jamais trop donné grand chose. Je veux dire, ils avaient fait leur truc de comics qui n'a pas marché. Ouais. Après, ils voulaient faire un univers partagé autour des comics Linkal qui, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup marché aussi, malgré quelques grosses prises. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a Mark Russell, qui était dessus. Oui, il y avait Mark Russell et, il y avait eu, Davis Walter Hunt. C'est Brandon Thomas aussi, je crois. John Davis Hunt. John Davis Hunt, ouais. Et malheureusement, ouais, ça a pas eu l'air de trop prendre.
Donc, mais ça reste quand même un des piliers, pas que de la BD française, mais de la BD mondiale, quoi. C'est les Humanos, ça a dicté un peu la loi, ce qu'il fallait faire au niveau BD de genre, BD pour adultes, même au niveau collection internationale. Encore une fois, ils avaient le label Xanadu, ils avaient Uto da Fe, enfin, ils ont quand même laissé une vraie empreinte. Et je me demande, moi, comment, avec une telle histoire, un tel portfolio de compétences, comme on dit, tu peux te péter la gueule comme ça. C'est super inquiétant, pour moi, à mon sens, sur le marché, sur l'état de la BD en France. Je trouve ça extrêmement préoccupant et j'avoue que ça m'a un peu surpris. Pareil, le fait que les salariés doivent s'asseoir sur un salaire pour un travail qu'ils ont exécuté, techniquement. Ouais, je sais, ça c'est la déclaration, je sais pas en interne. En cas de liquidation, ta priorité, c'est de payer tes salariés, déjà. Oui, mais après, c'est, je veux dire, peut-être que quand ils ont annoncé ça, ils ont dit, on vous les paye pas, mais peut-être qu'il y aura un solde de tout compte à trop. Je sais pas comment ça se passera pour les personnes qui sont licenciées. Après, là, Livre Hebdo ne communique pas les détails et évidemment, les salariés qui s'expriment le font anonymement parce qu'ils ont pas envie d'être inquiétés non plus, quoi. Mais oui, c'est chaud parce qu'ils disent, en gros, la moitié de l'équipe dégage. Qu'est-ce qu'ils disent? La moitié de l'équipe, dont la directrice générale, donc je crois que c'est Marie Parizeau, le responsable financier et le fabricant. Donc tu dis aussi, mais du coup, qui c'est qui va s'occuper de la, parce que le fabricant, c'est celui qui gère aussi tout ce qui est fabrication des bouquins. Donc c'est trop bizarre, je comprends pas. Peut-être en plus, t'as l'impression, je sais pas, ils avaient pas un plan pour des adaptations aux États-Unis, Humanoids, pour Tarna ou je sais pas quoi. Oui, mais après, visiblement, le truc ne concerne que les humanoïdes associés, donc la branche française. Mais là, mais c'est l'origine. Enfin, et puis oui, mais sauf qu'en termes de comment ça fonctionne, Giger, il est aux États-Unis, il gère un truc américain de base, quoi. Super triste. Mais sauf que de ce que c'est ça, le truc, c'est que nous, notre ressenti, je trouve que les humanoïdes avaient quand même une meilleure forme que ce que. Metal Hurlant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Enfin, je connais pas les ventes, mais on le voit dans beaucoup de points de vente. C'est pour ça que ça continue. En région. Metal Hurlant, ça continue. Ça, moi, je l'ai vu au Super U de Bougnal-Écouet, dans la banlieue de Nantes, quand j'étais voir mes parents il y a 2 week-ends derniers, tu vois. J'étais en mode, ah ouais, tiens, c'est marrant, ils publient ça jusque dans les petits coins de région comme ça. Enfin, c'est pas non plus, c'est la banlieue de Nantes, hein, c'est pas Perpète-les-Oies, tu vois, mais je sais pas, j'avoue, je comprends pas trop. Tant mieux si ça n'implique pas que les productions actuelles seront abandonnées, mais j'aimerais bien que je sais pas, quelqu'un mette une enquête là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé, parce que juste sur les rentrées d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mec qui s'est endormi avec une valise de billets dans les mains, ou qu'est-ce que je comprends pas? Non, peut-être que juste que les comptes n'étaient pas bons, mais ouais. Je suis pas sûr. Là, c'est quand même très soudain, tu vois. Ouais, non, dans l'industrie, personne n'en parle de ça. Non. Et puis moi, du peu, enfin, des contacts que j'ai, de ce que je fais, de trucs, même il y avait eu une soirée pour fêter les 50 ans de Metal Hurlant. Tu dis pas que t'organises ce genre de truc. Et que dans 2 mois, en fait, on t'annonce la liquidation judiciaire. Mais comme dit, dans l'article, ils disent, on a eu une assemblée générale exceptionnelle et on nous l'a annoncé de but en blanc. Et les gens, ils disent vraiment, personne n'y s'y attendait. Donc c'est vraiment le truc où t'as une réunion, on te dit, voilà, on ferme. Mais on m'avait dit que la direction de Giger était pas forcément très appréciée par tout le monde. Mais ça, après, c'est des bails de milieu. Tout le monde parle sur tout le monde et compagnie. Mais au niveau financier, j'ai jamais entendu dire que la boîte était en train de crever, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je t'avoue, encore une fois, je suis un peu juste surpris, sous le choc. J'espère que ça veut pas dire effectivement que moi je lis évidemment plus le Metal Hurlant, entre guillemets, les humanoïdes associés d'hier qui font partie de mon histoire, celle de mon père, etc. Mais j'espère qu'en tout cas, voilà, ça va pas faire disparaître des titres ou je sais pas, des signatures. Ouais. Bon, essayons de voir un petit peu plus le verre à moitié plein, plus joyeuse comme nouvelle. Qu'est-ce que tu penses là de cette nouvelle collection qui a été annoncée par Urban Comics, les DC Treasury Books, donc des bouquins grand format, très grand format d'ailleurs, et souple, puisque c'est du je sais plus combien là, 24-42, j'ai plus les. C'est comme le Testament Magneto au niveau dimension. J'imagine, en tout cas c'est comme ça reprend en fait, tu sais, le format des journaux, Superman Treasury, c'est ça, de tabloïd en fait, et donc qui vont être répartis en différents segments en fonction des récits qui seront publiés, puisqu'il y aura des DC Treasury Books pour chaque période, avec certains qui reprendront des histoires du Golden Age, donc les Golden Books, et comme ça donc des Silver Books, des Bronze Books et des Modern Books. En fonction des différentes étapes. Les Dark Books pour le éditorial. Non, du coup, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas fait. En fait, à partir de 1986, ils vont considérer que c'était moderne. Ce serait peut-être temps qu'on change ce truc-là, parce qu'on a l'impression que l'évolution des comics s'est arrêtée avec Crisis, que je trouve toujours un peu bizarre. Mais non, mais je pense qu'à partir de
12 et les New 52 depuis. Je préfère ça le relaunch age personnellement. Oui, ça on l'a déjà dit en fait. Ouais. Ça. Ou alors le corporate age. Le pré-New 52 age. Mais non, parce que Marvel, bref, peu importe. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que parce que oui, pardon, sur le programme éditorial, par contre, il a fait un geste de la main pour m'arrêter. Là, vous auriez vu, c'était incroyable. Bah, il y aura du coup le Superman Treasury qui a été annoncé là, qui vient de sortir en VO, qui sera qui arrivera directement. T'auras en novembre, dans les Bronze Books, t'auras le Superman contre Wonder Woman de Gerry Conway et José Luis Garcia Lopez, immense artiste qui notamment servait qui avait fait un book. Je crois que ça s'appelle The Art of the DC Universe en fait, The Guide, The DC Guide of the, je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Mais bref, en gros, il avait dessiné tous les personnages de DC et c'était un bouquin qui faisait référence pour tous les dessinateurs qui arrivaient chez DC Comics. En fait, il reprenait cette base en suivant les designs, les costumes et tout ça. Mais qui va être réédité d'ailleurs. Qui a été par une boîte trop bizarre qui réimprime en fait beaucoup de plans d'urbanisme ou de manuels d'information, etc. On a fait un article dessus. Et surtout en novembre, il y aura le DC Weird Tales and Fantasies, donc là qui collectionne plein de petites histoires du Silver Age, dont le Rainbow Batman, le Zebra Batman, le Giant Turtle Man quand Jim Lawson devient kaiju. Enfin voilà, plein d'histoires à la con desquelles tu traitais. Il fut un temps sur DC Planet. Le Silver Age of Nonsense. Dans Silver Age of Nonsense, tu vois. Moi, j'ai une chanson de Marilyn Manson. À l'époque, on ne savait pas encore que c'était un mec bizarre. Enfin, si on le savait, mais on pensait pas que c'était à ce point-là. Le prix, mon bon ami? Le prix, pour l'instant, il est pas fixé parce que pareil, il y a marqué 25 € sur leur site. J'ai eu confirmation de l'éditeur que c'est pas un prix qui est définitivement fixé et qu'ils vont essayer de tendre le plus vers les 20 €. Donc à voir pour le définitif. C'est pour ça qu'on vous rappelle, des sites et Amazon, c'est pas votre source d'information en fait, parce que c'est des fiches produits qui sont placées là parce qu'il le faut. Et en fait, et souvent ça peut changer. Regardez, même pour Spawn, ça change alors qu'on est à 4 mois de la publication, quoi. Vrai. Donc, il a rétabli les faits. Bah oui. Ça me paraît encore une fois trop cher, évidemment. Mais surtout que, enfin, l'avantage du souple, on l'a dit, on l'a redit, etc. Après, c'est très grand format, hein. Oui, c'est vraiment un truc. Mais le fait que Urban passe au souple, à mon sens, ça aurait été, enfin, c'est ce qu'on avait déjà dit à plusieurs reprises. C'était une façon intéressante de contourner la problématique des prix en hausse. Pour moi, il y a un palier symbolique des 20 €, enfin des 19,99, qui est le fait que tu as un 1 au début du chiffre et pas un 2. Je comprends la démarche. En plus, elle tombe pas du ciel. DC Comics, c'est pareil aux États-Unis. Le DC Treasury dont Arnaud vous parle, il est publié cet été. Il est publié là, d'ailleurs, il est publié depuis 2 mercredi. C'est Dan Jurgens et un bon dessinateur en plus. Bruno Redondo, merci. Donc il y a probablement une logique d'alignement par rapport à ça. Le fait de mettre des archives dans les mains des gens, je trouve ça génial, moi en général, parce que c'est aussi un problème, et on le voit bien d'ailleurs avec la collection des Chronicles, qui met plus de mal à se monter parce qu'elle intéresse moins de gens en dehors de Batman et Superman. De fait, c'est compliqué de vendre des archives aux gens parce que les gens ils veulent le présent, ils pensent que les comics graphiquement ont commencé avec Jim Lee, ce qui est évidemment faux. Et ils ont besoin, de trucs soit parce que les consommateurs actuels ont 40-50 ans et c'est leur jeunesse à eux, donc tout ce qui vient avant, c'est du bonus pour les lecteurs réguliers et c'est important pour ceux qui sont vraiment passionnés. Là, en l'occurrence, prendre des numéros triés sur le volet pour le travail d'archives, pour le travail historique, de conservation, de transmission. Transmission surtout. Je trouve ça extrêmement cool. Ceci étant, je vois pas qui va payer 20 balles, même pour un grand format, à part pour le test, pour se dire allez tiens ouais c'est marrant. Il faut vraiment le penser. Après on faudra voir la fab bien entendu, mais moi je le vois vraiment comme une forme de beau livre en fait, presque un beau livre en souple. Il y a un côté antithétique. Le souple, ça veut pas dire que c'est garbage. Tu peux avoir une couverture en intégra ou je sais pas quoi, enfin un truc un peu travaillé tout ça. Je sais bien, mais c'est l'équation beau livre et souple généralement ne va pas ensemble, tu vois. Tacha ne fait pas de souple. Bah non. Non. Si, ils en font. J'ai un Tachan. C'est les tout petits trucs, là. C'est pas les vrais beaux livres, tu vois. C'est les petites collections bonus. Non, mais après, moi, je te dis, c'est pas la question du beau livre ou pas. Je te dis, je ne vois pas qui va acheter, en dehors du côté blague ou du côté essai ou du côté c'est rigolo, c'est cool, plusieurs numéros d'une collection Silver Age, en fait, parce que trop de temps s'est passé, les gens n'ont pas la culture de pourquoi c'est important. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, évidemment, hein.
Mais moi, probablement, je vais acheter 45 numéros de... Quand tu mettras la couverture avec le Rainbow Batman, tu sais, il y a plein de gens qui vont faire, putain... Oui. Pour ce que je dis, pour la blague, ça peut le faire. Non, et qui après vont se dire, putain, mais en fait, c'est quand même fou, ces bizarreries du Silver Age, en fait. Et alors de toute façon, dans sa newsletter Urban News, François, il a dit que c'est vraiment les bouquins que lui aimerait avoir, donc c'est pour tous les gens aussi de sa génération, en fait, qui connaissent, qui savent, et mine de rien, bah, comme tu le dis, hein, on sait aussi, le lectorat comics, c'est des gens qui vieillissent, et quelque part, les gens de sa génération, ben, demain, c'est nous. Et donc, c'est aussi des bouquins que nous, on voudra avoir dans nos collections après. Et puis, en même temps, il y a aussi une réalité. Une réalité, c'est que pour avoir ces titres du Silver, Golden et même du Bronze Age, en dehors de ces formats-là, il n'y a pas grand chose, parce que ce genre de trucs-là, si tu les fais en cartonné, et dans un format standard, à 0 moment ça va se vendre. En Chronicles, les Marvel classiques de Panini. Ouais, mais il y a un historique de publication qui n'a rien à voir. Et ça, tu le sais, Coco. Mais je le sais, mais certes, mais c'est pas la question. Moi, je le sais, mais les lecteurs de... Pourquoi est-ce que je le sais d'ailleurs? C'est pas du tout figé et gravé dans le marbre. Hein. Et Marvel classique, les intégrales, elles se poursuivaient tout ça, mais parce que t'as aussi un noyau dur de lecteurs qui était déjà beaucoup plus présent, parce que l'implantation de Marvel en France avec tout ce qu'a fait Lug, c'est quand même un autre délire que Aredit Artima qui ont aussi publié du DC, mais ça a pas eu il y a pas le même, on n'a pas le même héritage tout simplement. Et on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. Tu fais des monologues trop longs en fait. Mais on a le même maillot. Bah t'es gentil. T'es en train en fait de taper un monologue pour m'expliquer pourquoi Panini peut, Urban peut pas. Je suis pas en train, moi, de te dire que le format, il est pas intéressant. Je te dis, je ne vois pas qui va acheter ça. Bah, je viens de te le dire. Ben non, je suis pas d'accord. Si déjà les gens ont du mal à se motiver pour les Chronicles, je vois pas pourquoi. Avec Chronicles, c'est encore c'est encore une autre paire de manches aussi. Ça dépend de si on considère que Absolute Green Lantern a peu de potentiel économique en France, mm-hmm. Des numéros de l'âge d'or, 20 balles en plus, ça me paraît quand même compliqué. Moi, je serais ravi de voir l'offre qui développe, ça m'intéresse, y a pas de souci. J'en achèterais certainement un ou deux parce que c'est cool. Derrière, en revanche, je pense pas que ça ait que ce soit promis un grand Après, avenir. ils vont pas en faire 30 à l'année, hein. Voilà, ça dépend de leurs objectifs de vente, ça dépend qu'est-ce que eux attendent de cette collection-là. Certainement des choses très rationnelles, parce que c'est les éditeurs, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je sais pas, moi, à mon sens, il y a pas forcément de grand run aussi chez DC antérieur aux années 70, donc c'est compliqué aussi de dire, contrairement à Marvel qui avait Kirby et tout, il y a de très grands scénaristes, il y a de très grands artistes, bien sûr. D'où pour dire que c'est vraiment, on fait du pic. Il y a Otto Binder, il y a Kaniger, enfin il y a plein de mecs très cool. Mais c'est ça, on choisit. On fait simplement une sélection drastique en disant, mais en fait, ceux qu'on va mettre dans ces formats-là, ce sera vraiment un petit peu les pépites de ces époques-là. Et du coup, ça a valeur éditoriale aussi, en fait. Oui, de se dire, on va lire, mais effectivement, tu vas pas en faire 50 en reprenant tout un tas de trucs, mais ils avaient fait les comic strips tu sais de Batman du GoldenAge, ils avaient fait deux tomes, et pareil, à qui ça, tu vois, le parterre, voilà. Tu vois ce que je te dis, c'est je suis pas assez nombreux, je suis toi non, moi, clairement, en fait, je suis tout seul. Clairement, si tout le lecteur était comme toi, pour cela dit, si tout le lecteur était comme toi, on pourrait faire Spaceman. Mais non, parce que tout le monde serait pauvre du coup, donc ça marche. Ouais, arrêtez, et ça va. Pareil que mon salaire va baisser en plus. Ça va. Donc pour résumer, encore une fois, moi je répète, c'est très bien la transmission, et tant mieux si ça permet de débloquer la problématique des archives. En revanche, à mon sens, je suis désolé, je vois pas forcément ce qui distingue DC Comics de Panini, de Urban Comics sur le côté les Marvel classiques. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient acheter le run de Georges Pérez sur Wonder Woman en équivalent Marvel classique chez Urban classique, DC classique. Bah, ils l'ont sorti, le run de Pérez sur Wonder Woman à l'époque. Mais avec un format qui justement peut-être... je sais pas comment... Bah non, parce qu'à l'époque où ils l'ont sorti, en plus, le cartonnet coûtait pas pareil, donc c'était vachement intéressant. Mais je sais pas comment Panini s'y retrouve avec leur Marvel classique pour en cracher autant, quand même. Parce que tu vois, même... Comme beaucoup de titres... Parce que comme beaucoup de titres, ils font des impressions qui mutualisent sur plusieurs pays, en fait. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un avantage. Et ça, c'est une différence fondamentale. Hein. Ça, c'est vrai que ça aide. Enfin, bref, du coup, on verra bien. Après, là, on parle pour ne rien dire. J'ai pas encore vu les tomes, ni lu les histoires qui ont été... Non, mais c'est plus sur le contenu, quoi. Mais en tout cas, forcément, le contenu, oui, pourquoi pas. À mon sens, il y a peut-être d'autres priorités, on va dire. C'est quoi les priorités? Bah, c'est Spaceman.
Ah bah voilà. L'odeur de ruisseau. Non, mais tu vois, il y a des trucs. Dieu merci, t'es pas éditeur quand même. Par hein, exemple, effectivement, le fait qu'il y a il y a pas que, mais Batman, Superman, la Justice League, c'est les titres qui trouvent le plus d'adhérents en France. Ouais, et encore Justice League, ça peut être vite dit. Hein. Peut-être que Justice League. Ouais, peut-être que il y aurait un intérêt. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas éditeur, mais à essayer de travailler les autres marques qui ont des catalogues intéressants à défendre. Ce qu'ils ont fait, hein, bien sûr, il y a le Green Lantern de Geoff Jones. Il y a eu des efforts faits par rapport aux auteurs et tout. En revanche, on voit que ces efforts-là n'ont pas forcément payé comme ils auraient dû et que dans le présent, en fait, on en revient. Il y a des pics de curiosité autour de certains personnages. Et une fois que le pic est passé, on revient en fait au classique Superman et Batman. Peut-être que, à mon sens, la priorité serait plus de donner c'est facile à dire, hein, mais d'essayer de travailler d'autres marques du catalogue d'essai pour faire en sorte que, tu vois, quand ils sont lancés avec tout le titre Vertigo et qu'il y a eu vraiment une curiosité pour des projets de création originale qu'ils avaient à l'époque et tout, ils ont fait l'essentiel des titres, hein, évidemment. Mais je sais pas, moi, c'est peut-être plus ça que j'attendrais aujourd'hui. Ça me paraît plutôt être une expérience, en fait, les Treasury Books. Et on sait qu'une expérience n'a pas de valeur tant qu'elle n'a pas été testée et prouvée. Donc voilà. Le fait qu'on te parle pour ne rien dire. C'est ça, c'est ce que disait François dans l'entretien que tu n'as pas écouté, j'imagine, où il disait que dans des temps justement où on parle de restrictions, enfin de contraction des marchés aussi, bah mieux vaut tenter des trucs en fait, mieux vaut être mobile, en tout cas être plutôt que de rester statique et d'attendre que le bateau coule quoi. Grosso modo. Static Shock. Ouais. Alors le Milestone, ça n'a. Bah non, pareil. Toi, tu vas faire une maison d'édition avec Spaceman et les Milestone Media et. J'ai jamais dit que je voulais éditer des statiques. Hein. Après, c'est très intéressant comme BD, mais. Mais t'imagines en France. T'imagines en France à une époque, peut-être que les gens trouvaient que c'était ridicule Superman en France. Hein. Tu vois. C'est pas ça que je dis. À une époque, il y a sûrement des gens qui vont se coffre en mode le manga ça marchera jamais en France. Tu vois. Et finalement, tant que ça a pas marché, ça a pas marché. Mais il y a des mecs qui ont des stratégies, des idées, des logiques. Argument valide. Je te l'accorde. Mais on va passer Spaceman. mais on va passer du côté. Après Spaceman, c'est vraiment je sais pas. C'est même pas un chef-d'œuvre. Hein. Je me bats pas pour Spaceman particulièrement. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un running gag qu'on a depuis tellement d'années, donc ça fait. Pour ceux qui comprennent pas ce running gag, c'est qu'en fait Spaceman c'est pas traduisible parce qu'il y a une novlangue dans Spaceman qui est vraiment en fait un cauchemar à traduire, ce qui fait qu'il est déjà assez inaccessible en VO. D'où le fait qu'Arnaud se foute de ma gueule sur le côté, c'est invendable en France. En revanche, l'équipe créative elle-même a déjà été publiée en France à plusieurs reprises. Petite série qui s'appelle Mon Indra de Boulettes. Petit chef-d'œuvre de l'indé. Ouais. Mais Spaceman, c'est pas pareil non plus, tu vois, dans l'histoire. Ah non, c'est pas pareil. C'est les hommes singes créés pour aller dans l'espace et après, en fait, l'espèce humaine abandonne le programme spatial et du coup, les hommes singes restent sur Terre et voilà. Et c'est pour ça, c'est le traduit. Je sais pas qui on pourrait mettre à la traduction, tu vois, mais je souhaiterais bien du courage à la pauvre personne qui serait recrutée pour ça. Mais du côté de la VO, Corentin, Ezra Clayton Daniels est de retour avec un titre qui s'appelle Mama Came Calling. Oui, malheureusement, on en avait parlé avec lui lors de l'interview. Qui était déjà il y a plus d'un an. Hein. Ouais. Parce que Ezra Clayton Daniels, c'est celui qui a fait Âme Augmentée. Absolument. Publié chez 404 Graphics. Scénariste sur la série Doom Patrol de Greg Berlanti aussi. Une personne très intéressante, très cinéphile. L'interview qu'on avait faite était très cool et il était étonnamment réceptif à nos questions. Les remarques que c'était des bonnes questions, ceci étant. Il nous avait dit que justement il allait faire un nouveau roman graphique, mais que ce serait pas lui qui dessine, parce que il a d'autres aspirations dans la vie, notamment celle de devenir scénariste pour le cinéma et la télévision. Et il s'est entouré d'une artiste qui s'appelle Camilla Sucre, c'est un mot rigolo, et qui vont ensemble faire un projet d'horreur / policier, au sens policier, pas enquête, mais tueur en série. Donc ça se passe dans je ne sais plus quel état des États-Unis, probablement la Louisiane, j'aurais envie de dire, ou peut-être pas d'ailleurs. Où en fait il y a je sais plus, mais ça évoque justement les communautés noires des États-Unis. C'est dans une ville qui est très raciste et où un couple dont le papa ou la maman était noir et l'autre était blanc ou blanche ont eu un enfant, donc dans un contexte où c'était relativement rare d'avoir des enfants métis. Et dans son enfance, cet enfant a été visité par un monstre qui a tapé à sa fenêtre. Ce monstre, c'était le Gatorman, donc un être humain qui a un corps d'humain et une tête d'alligator. Et à l'époque, en fait, on pensait que la petite avait rêvé et que c'était juste son père qui s'était mis un masque sur la gueule dans l'idée d'essayer de la tuer ou de la violer ou on sait pas trop. Donc le daron en question a fini en prison. Et en fait, 20 ans plus tard, il est libéré de prison. Donc elle c'est une jeune femme adulte maintenant. Il vient la voir et lui dit le Gatorman va venir te chercher. Et on sait pas du coup si c'est vraiment lui ou quoi. Et Clayton Daniels nous explique que dans cette version de l'univers, je sais pas si c'est basé sur les faits réels ou pas, hein,
Le Gatorman, en fait, c'est une légende parmi les enfants noirs américains, puisque il est connu pour venir manger les enfants noirs. Voilà, c'est une sorte de boogeyman. Pourquoi tu rigoles? Manger les enfants noirs. Bah oui. Spécifiquement. Bah Ok. oui, c'est ça. Ouais. C'est la version, entre guillemets, de comment les enfants perçoivent le racisme en imaginant un monstre qui cible précisément les noirs. Ouais. Et c'est tout, c'est la fin du descriptif, on sait pas exactement de quoi il va s'agir. Le coup de crayon est très particulier, ça n'a rien à voir avec âme augmentée, mécaniquement, c'est pas le même artiste. Mais ça a l'air, comme âme augmentée traitait un petit peu déjà de questions d'identité raciale, puisque Clayton Daniels lui-même est métis. Ça interroge son écriture en particulier dans justement ce projet-là, mais on pouvait déjà voir dans âme augmentée le fait que le héros, qui est donc un clone en fait, qui, comment dirais-je, est dépourvu de couleur de peau. Le héros noir qui était plutôt engagé sur ces questions-là, quand il passe dans un corps qui n'a pas de couleur de peau, qui n'a pas les limites qu'on impose aux noirs américains, ou aux noirs en général, justement aborde un discours très différent sur ce sujet-là. Et donc c'était déjà un peu une graine qu'il avait plantée, là il va probablement l'explorer un peu plus loin. Ça Toujours, questionne vraiment l'identité raciale. Bien sûr. C'est vraiment un truc qui l'interroge. Exactement, et toujours dans cette, mais écoutez l'interview, toujours avec cette espèce de côté monstre et projection de l'âme humaine dans un monstre, qui peut être très sympa. Moi j'avoue, j'avais beaucoup aimé à m'augmenter. Aussi au niveau graphique, ça c'est un peu dommage parce que c'est un mec qui a vraiment une approche très intelligente du dessin et de la couleur, des choix de chromatiques et tout. Bon, dans mon souvenir, il nous avait dit qu'il participait quand même un petit peu au design des personnages et à des envies de découpage et tout. Donc il y aura probablement une fusion des deux. Quand un auteur-dessinateur ne dessine pas, il donne quand même des conseils, il a un avis, il a une réflexion sur comment la BD devrait être faite. Donc voilà, très bien. Moi j'avoue, le premier planche me donne pas très envie. Parce que c'est de la colo descendue, il y a très peu de détails, c'est des aplats en fait. Quasiment que de l'aplat et de la texture. C'est pas grave, après il y a des BD qui graphiquement ne me plaisent pas mais qui sont très bien. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de lire ça. Ça sort là, en février 2026 chez une maison d'édition qui n'a rien à voir avec le milieu des comics en général. Je vais même oublier le nom pour vous dire, je la connaissais pas du tout. Et c'est déjà dispo en précommande, je crois que c'est peut-être une filiale de Penguin ou de HarperCollins. Attends, je vais te dire ça. Merci de me le dire. C'est bien aimable de ta part, Arnaud Kikou, qui s'est fait un man bun pendant qu'on parlait. Il a plus de queue de cheval. D'ailleurs, il n'en a jamais eu. Non, parce que c'était pas une queue de cheval avant, en fait. Si, c'était déjà un man bun. Non, il était juste un peu. Une queue de cheval. Non, il était différent un petit peu. Ah, moi, je vois tes cheveux d'ici. Toi, tu vois pas l'arrêt de ta tête. Oui, c'est vrai. Là, il s'est fait un man bun comme Alain Chabat dans le film où il joue le Père Noël. Donc, William Morrow Paperbacks. Voilà, je le connaissais pas. Du coup, peut-être que c'est très connu aux États-Unis, mais. Non, je pense pas que ce soit très connu. Mais du coup, voilà, il revient et c'est bien. Et peut-être qu'il sera chez 404 un jour, peut-être. Bah, on sait pas, ouais. Cette nouvelle entrée en matière. À voir. Donc, c'est une maison d'édition qui appartient maintenant à HarperCollins. Ah, voilà, c'est ça. Elle a été vendue en 1989. Parce que je le voyais listé chez HarperCollins et chez ces mecs-là. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, d'où la confusion. Donc, ça, William Morrow and Company. Très bien. Ça a été fondé par William Morrow. Ah, mais donc, y a pas de. C'est pas juste un nom qui sont pris au hasard. C'est ça. Il y a pas de piège. Voilà. Contrairement à Jean-Marc Chicha, édition. Voilà. Qui est donc complètement pris au hasard. Ça va, hein? Je te laisse, hein, tu me dis quand t'as fini. Hein. Mais moi, j'attends que tu tournes la page, en fait. Parce que Peter, t'es en train de mettre des Wikipédia de qui a fondé les maisons d'édition, etc. Non, je suis sur la page de l'actualité suivante que tu vas traiter. Je te traite d'actualité? Non, celle-là non plus, du coup. Ouais. Voilà, c'est un ping-pong de blagues nulles, là. Ouais, c'est ça. On sera, on fait un concours. Mais au-delà de ça, X-Men Age of Revelation, Marvel dévoile son prochain crossover avec au moins 16 séries sous forme de nouveaux statu quo, puisqu'il faut bien fêter l'anniversaire, une fois de plus, de Age of Apocalypse. Oui, il fête même l'anniversaire de Planet Hulk, alors qu'il n'y a pas aucune nécessité de le faire. Mais c'est pas grave. Tous les ans, on peut fêter. Tu sais que un anniversaire, ça se fête tous les ans. Donc, à la même date, en plus. C'est ça qui est bien fichu. Ouais, quelque part, on peut fêter Planet Hulk tous les ans. Exactement. Parce que Greg Pak, d'ailleurs, il sait faire plus qu'une chose maintenant, c'est faire des anniversaires sur Planet Hulk. Mais là, en fait, non, il fait aussi la série Silver Surfer et je crois qu'il a fait la série Captain America. C'est Death of Silver Surfer qui fait. Ouais, c'est ça. Et Sam Wilson en début d'année, je crois que c'était lui aussi. Mais c'est rigolo parce qu'effectivement, Greg Pak qui a donc créé la mythologie de Planet Hulk où Banner finit sur la planète Sakaar et prend le contrôle du truc. Ils avaient fait une série pour les 10 ans. Après, ils avaient fait une série pour les 22 ans. Et après, là, actuellement, Planet Hulk est revenu dans le canon avec Imperial. Hickman a dit, ouais, Planet Hulk, effectivement, c'est cette année, donc viens, je le mets dans mon histoire. Et là, Marvel, ils se sont dit, ah ouais, on va quand même faire un petit numéro bonus, et avec Carlos Pagulagan, qui était l'artiste de l'époque, et tu dis, mais vous avez déjà fait ça 2 fois? Enfin bref.
Marvel et les anniversaires. Pour un numéro spécial à la con qui, a priori, ne sert à rien du tout. Mais bref, ça fait de l'argent à Greg Pak et Carlos Pagulayan, qui peuvent faire des caméos, comme les vieilles Rostas qui viennent faire des caméos dans les films modernes qu'on fait sur leur saga. En plus, Carlos Pagulayan, qui est quand même le co-créateur de Telos chez DC Comics. Et ça, c'est important. Et donc ça, c'est très important. Rappelez-vous Telos. Talos. Ah ouais. Telos, ouais. Ah, j'avais oublié. De Convergence. Ouais. C'était bien, ça. Rappelle-toi. Je me rappelle très bien. Très bien. C'est un peu leur Secret Wars à eux. Donc, oui. Age of Revelation. Age of Revelation. Alors, Krakoa est tombé. Apocalypse a dit, bon, écoutez, voilà, moi je me casse. Mais, parce que quand même on n'est pas des bêtes, je vais vous laisser mes pouvoirs. Et je vais pas les filer à n'importe qui. Vous allez venir dans la pyramide et vous allez faire une sorte de Hunger Games. Et celui qui gagne les Hunger Games de la pyramide, à la fin, c'est mon héritier. Badaboum. Évidemment, depuis le début, il avait choisi son héritier, mais ça le faisait un peu marrer de faire ça. Ça, c'est la mini-série Hair of Revelation. Non, c'était Hair of Apocalypse. N'importe quoi. Hair of Apocalypse, sorti l'année dernière. Et je vais vous révéler qui est Révélation. Attention, bouchez-vous les oreilles, c'est spoiler à fond. Révélation, en fait, c'est le personnage de Douglas Ramsey. Doug Ramsey? C'est Cypher, quoi, grosso modo, c'est Cypher. C'est Doug, ouais. Voilà. Oui, mais Doug, c'est Douglas. Bon, du coup. Oui, non, mais. Doug, tout court, ça. Non, mais c'est Doug. C'est Doug. Bah oui, c'est Doug. C'est notre pote. Le CM, là. Ouais, c'est ça. Super bien. Another Day, Another Dog. Donc, Doug Ramsey, effectivement, qui à la fin, donc, Doug Ramsey, on se rappelle, c'est un mutant qui est doué de pouvoirs linguistiques. C'est-à-dire qu'il comprend et parle toutes les langues. Et ça lui permet aussi de parler avec les machines, puisqu'il parle aussi le langage binaire. D'où son nom de Cypher. Il peut hacker les robots les ordinateurs en leur parlant, mais les robots aussi. Il avait servi d'interprète, si, quand même, quand Krakoa avait été fondé, puisque Krakoa, donc c'est un mutant sentient, un mutant île, une île sentiente, avait sa propre langue, et Xavier se servait de Cypher pour communiquer avec elle, ou avec lui. Après, lui, il a épousé une guerrière de Harako, il a fait son petit bout de chemin, et effectivement, il s'est rapproché d'Apocalypse. Et donc, à la fin de la série Air of Revelation, on apprenait que Cypher allait devenir Revelation avec un nouveau costume, des nouveaux pouvoirs. Maintenant, il peut télépathiquement prendre le contrôle des cerveaux humains et mutants, comme on prend le contrôle d'un ordi quand on le hack. Ensuite, passe un an, sans qu'on ait vraiment de nouvelles de ce truc-là, et Marvel publie un teaser, comme d'habitude, une image mystérieuse, avec un teasing et une phrase mystérieuse, et juste un nom d'artiste, Humberto Ramos, pour le mois d'octobre 2025, avec écrit Age of Revelation, puisque, comme Arnaud vous l'a dit, c'est l'anniversaire des 30 ans de Age of Apocalypse, un monde, donc une version de la réalité dans laquelle Apocalypse avait pris le contrôle de la planète Terre et avait instauré les mutants comme nouvelle force de domination. Mais là, c'est pareil. C'est un remake, en fait, avec l'élève qui prend la place du maître. Cypher va prendre le contrôle de la Terre et imposer les mutants comme nouvelle force de domination. Voilà, c'est très original, les comics. On fait pas la même chose depuis 30 ans en boucle. Ça a commencé, ce plan a commencé dans la série X-Men de Jed McKay avec X-Men 19, où on voit en fait comment Cypher du coup explique, Revelation du coup, nous révèle, jeu de mots, comment il compte s'y prendre, et qu'il y a des forces de One, donc ONE, je sais pas vous spoiler, on s'en fout, peu importe. Il est traqué déjà, voilà. Et donc Cyclops va le faire venir chez les mutants, plantant la graine de la trahison, il va prendre le contrôle. Et dans Age of Revelation, en fait, ça se passe X années en avant, donc 10 années en avant, parce que X, chiffre romain pour dire 10, dans un monde, en fait, un peu à la House of M et Age of Apocalypse, où, en fait, Cypher Revelation dirige ce nouveau monde, a mis l'humanité de côté, et au sein de son propre camp, il y a des dissensions, et aussi les X-Men, les mutants gentils, s'organisent pour aller lui taper la gueule. Alors, ça pourrait passer parce que on dit c'est quand même très longtemps en avant dans le temps, sachant que déjà il y avait un futur possible pour Krakoa. Hein. On se rappelle quand même que la série Powers of Ten, Rise of the Powers of Ten, c'était déjà un futur possible qui parlait de comment Orchis allait créer le dieu cybernétique, etc. Donc là, et Apocalypse, pareil, c'est un futur possible. Ouais. Il y a beaucoup de futurs possibles chez les X-Men. Celui-là n'a rien à voir avec celui de Krakoa a priori. Et voilà, c'est un petit crossover. Enfin, ça partait comme un petit crossover vraiment à la House of M. C'est pas un petit crossover, frérot. Enfin, House of M, c'est pas un petit crossover, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un futur possible qui sera annulé après. On le sait, on sait comment ça fonctionne. Et en définitive, Marvel dit, et au fait, il y aura 16 séries qui se baseront toutes dans cette version de la réalité. Avec un Amazing, Alors, je vais te dire les titres. Vas-y, ouais. On va avoir du Amazing X-Men, du Unbreakable X-Men, mais aussi du Expatriate X-Men.
Ça, c'est génial. Le Expatriate, incroyable. On va avoir The Last Wolverine. On va avoir Binary. On va avoir Cloak and Dagger. On va avoir Iron and Frost. Ça, On va avoir Laura Kinney, Sabretooth. On va avoir Longshots. On va avoir Omega Kids. Dans le même ordre d'idée, on va avoir les Sinisters 6. On va avoir Undeadpool. On va avoir Radioactive Spider-Man. Alors, celle-là, je demande à voir. Hein, parce que... Rogue Storm. X-Men Book of Revelation, évidemment, ça sera peut-être le truc le plus important. Et aussi les X-Vengers. Voilà. Et franchement, quand Panini vont devoir publier ça, en omnibus. Bon courage. Bah non, parce qu'à priori, ça va être les mensuels X-Men qui vont être touchés par ce truc. Après, moi, je sais pas trop, parce que c'est Jed McKay ou Humberto Ramos pour le numéro 0, qui est là actuellement, qui sera actuellement disponible dès mercredi. Là, ils l'ont shadow drop de fou, en mode, ça vient pas, c'est dispo dès la semaine prochaine. Et après, le numéro 1, donc, est bien en octobre, et c'est, Ryan Stegman qui fait les dessins. Ah, quand même. Bah, après, il a fait une partie de la série X-Men, donc c'est logique, effectivement. Moi, j'avoue, je vais pas dire que j'aime pas, parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'en fous de la série X-Men de Jed McKay. Je comprends très bien que c'est pas mauvais, il y a des idées et tout. En revanche, le ressenti général, c'est que les titres X-Men, quand même, depuis la fin de Krakoa, c'est vraiment pas terrible. Moi, la disquette de Fall of X, je suis désolé, mais Tom Brevoort a eu tort, en fait, simplement, blague. Alors, techniquement, il était passé chez X-Men. Il avait tort, hein, il avait eu tort pendant 20 années avant, et justement, il l'a perdu. Excellent. Applause. Ah oui. Merci. Donc, Brevoort, il a eu pas raison de finir Krakoa. C'était en fait une très mauvaise idée. Et les éditeurs, particulièrement Tom Brevoort, ils doivent admettre quand ils ont des mauvaises idées, comme par exemple, tu vois, la Gwen Stacy, je fais un hors-sujet total, mais Gwen Stacy, ils annoncent sa nouvelle série. C'est pas une nouvelle série, c'est même scénariste, même dessinateur, mais juste c'est ramené au numéro 1. Pourquoi? Parce qu'elle a un nouveau costume. Et dans le communiqué de presse, il y a écrit, Gwen Stacy n'ira plus jamais sur sa terre d'origine, c'est terminé, elle est sur 616 et elle est là pour rester. Et vraiment, le communiqué, il te martèle ça en mode, on a pris cette décision-là, on reviendra pas en arrière. Tu dis, mais pourquoi? Ça n'a pas marché, ça a gâché le personnage. Pourquoi vous voulez pas admettre que vous avez fait une connerie, comme avec Miles Morales? Revenez en arrière, on vous en voudra pas. Il y a plein de trucs qui ont été annulés au cours de l'histoire des comics, comme Sam Wilson qui était un X-Men. On est revenu en arrière là-dessus parce qu'on savait que c'était une connerie. Donc là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument s'accrocher à l'idée que... Et quelque part, en plus, c'est une fourberie, parce que ce que fait Cypher, en fait, c'est qu'il crée une nouvelle nation mutante. Donc à la Krakoa, dans le numéro X-Men 19, quand il apparaît, il a un t-shirt Krakoa was for good people, tu vois, un truc comme ça, je sais plus ce que c'était exactement. Donc tu te dis, il y a quand même encore dans leur cerveau malade la nostalgie, en fait, de l'époque où tout le monde kiffait les mutants, et où depuis, en fait, on ne fait que décomposer, recomposer des idées. Et c'est comme là, Charles Xavier, je vais vous spoiler X-Men Hunt, je suis désolé, mais Charles Xavier, on nous fait un crossover entier où il ne se passe rien. Il fait que un point A, un point B, un point C, un point D. À la fin du point D, Cyclops, qui est en mode genre j'en ai marre de lui, nous fait passer pour des connards depuis le début, je vais le zigouiller. Et Xavier, il fait, mais non, mais arrête, t'es mon pote. Et Cyclops, il fait, ah ouais, t'as raison. Et après, il fait, mais tu vas faire quoi toi maintenant? Il fait, bah, pas besoin de me tuer, en fait, je quitte la Terre. Parce que dans Imperial, sa fille, du coup, elle est emmerdée. Et tu te dis, mais c'est tellement un move de lâche. La suite logique Krakoa, ça aurait été de tuer Xavier. C'est logique, vu tout ce qu'il a fait comme saloperie. Tu peux pas revenir de ça. Alors que là, ils vont juste le faire disparaître pendant 3-4 mois, même par année, hein. Et après, il va revenir et on va dire, c'est bon, on a oublié. C'est toujours comme ça chez Marvel, et c'est ça qui est un peu fatigant. Néanmoins, voilà. Parce que là, je fais une très grosse parenthèse, je suis désolé. C'est le coup de cœur de la semaine, le coup de gueule de la semaine, vous connaissez les règles de First Sprint. Vous vous rappelez quand il y a une demi-heure, il disait, ouais, t'es monologue chiant, machin. Oui, c'est vrai. Mais tu peux m'interrompre quand tu veux, hein, ceci étant. Bah non, moi, ça m'intéresse. J'accueille avec plaisir toute contribution. Moi, je laisse la parole. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que Jed McKay, c'est un bon scénariste. Enfin, en tout cas, ça l'a été pendant très longtemps. Là, l'événement a l'air intéressant parce qu'au moins, il est déconnecté du canon. Ça se passe dans le futur. C'est ce qu'on aime bien. Chez Marvel, en plus, les terres apocalyptiques, le dernier bastion de héros qui va combattre le dictateur avant de crever, etc. Voilà, c'est Old Man Logan, encore une fois, c'est House of M, encore une fois, c'est Age of Revelation, Apocalypse. J'y arrive pas, hein. Faut savoir que Apocalypse, en grec ancien, ça veut dire la révélation de Dieu. Du coup, ça traduit souvent le livre de l'Apocalypse par le livre de la révélation. Donc, d'où le jeu de mots, Apocalypse, révélation. Voilà. Mais quel linguiste formidable, Corentin. Mais non, mais c'est débile comme, enfin bref.
Donc Cypher c'est très bien, voilà, Cypher c'est le nom du traître dans Matrix, donc c'était logique de le garder en plus. Oui, puis ça c'est vraiment le décodeur quoi. Bah oui, c'est ça. Mais bref, du coup, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'avoue que 16 séries quand même. Enfin, c'est énorme. Ce sera probablement que des mini. Bah, ce sera des mini sur 2 mois ou 3 mois, mais vraiment quel intérêt. On se rend compte quand même 16 séries pour les kiosques que ça représente comme commande. Surtout pour les maintenant libraires. c'est 16 fois $5 le single issue très chez Marvel. Là, il y a rien qui va être utile. Le X-Men Book of Revelation, si probablement. Les X-Vengers peut-être. Surtout que c'est franchement le côté Sinisters 6 pour faire rien regarder, c'est à la fois Mr. Sinister et les Sinister 6, tu sais, en vrai c'est que Omega Kids aussi, tu vois, genre mais là le pareil, le Radioactive Spider-Man, c'est qui du coup? Parce que ce qu'ils avaient déjà fait, c'est le Uncanny Spider-Man à l'époque de Krakoa. Ouais. C'était d'ailleurs Spurrier qui le faisait, je crois. Et c'était en fait juste Nightcrawler qui mettait un costume arachnéen, parce que ça avait pas de sens parce qu'il avait ses oreilles et sa queue. C'était vraiment juste pour mettre Spider-Man sur la cover pour pousser le projet. Hein, mais là on dirait des titres juste trouvés dans un brainstorm de... Ah mais ça c'est ChatGPT là, hein, ça y est. Hein. Presque ouais. On se le dise mec, c'est bon. Enfin les Lemmings quoi. Mais du coup ouais quand même parce qu'on se moque généralement du côté Marvel, il faut 50 numéros pour faire un crossover. Là quand même cette série on est déjà à plus de 50 numéros. Après t'auras pas besoin de tout lire non plus. Hein, mais non mais bon comme tu dis Panini comment ils vont faire et puis il y a des lecteurs ils vont trier. Forcément se faire avoir en disant ah ouais j'avoue X-Vengers ça a l'air sympa quand même, c'est les mutants Avengers. En vrai comment ils vont faire ça dépend du nombre de numéros publiés, mais en parallèle si ça dépend de ce que deviennent les séries X-Men, mais soit ce sera intégré dans leur bimensuel X-Men, soit ce sera édité en tome à part, comme ils l'ont fait pour Gang War, comme ils l'ont fait pour tous les autres events des dernières années. Hein. Oui, mais en plus, il y a un truc, je veux dire, on est encore techniquement dans la période de One World Underdoom. Oui, mais ça, on s'en branle. Bah, en fait, en octobre, attends, non, pas non, parce que One World Underdoom, c'est 9 numéros, donc 9, ça fait septembre, donc octobre, tu peux passer au suivant. Mais après, c'était pas censé être Rise of Emperor Doom. Enfin, je sais pas, on verra, mais en même temps, tu sais, si c'est un futur possible, ces titres-là peuvent coexister dans un monde où le statu quo est différent aussi. Mais là, du coup, c'est vraiment la blague. Marvel fait un événement par mois, quoi. Enfin, après, ça fait quelques années que maintenant, ça s'enchaîne tout le temps sans temps mort, hein. Donc, on n'est pas. C'est série, quoi. Enfin, ouais, bah. C'est la moitié de ce qu'ils publient tous les mois, quoi. Non, c'est pas. Non, c'est un tiers. C'est un dixième. Ouais. En vrai, il y a le nombre de single issues chez Marvel, c'est quand même entre 70 et 80 par mois, je crois. Donc, après, voilà, moi, le concept, en tout cas, je trouve qu'il est accrocheur, y a pas de souci. J'ai détesté en plus Era of Apocalypse, donc j'ai fait des reviews d'ailleurs dessus, je crois. Qui n'a pas, qui a été publié effectivement en VF dans les premiers. Et c'est bien de la merde, hein. Franchement, c'est 3 numéros de vent jusqu'au 4e, on dit ah bah oui ça va être lui. Mais du coup, tu vois, c'était important de le publier quand même parce que ça, c'est le fusil de Chekhov. Oui, bien sûr. Après, pareil, un an de préliminaire pour un truc qui finalement débarque de nulle part dans la série, parce que personne ne l'a lu cette série. C'est bon. Et un an, comme t'as mal à la langue à un moment donné quand même. Hein. Bah il y a d'autres façons de faire, enfin. Je ne veux pas savoir donc tu te caresses le man bun aussi, voilà. Bref, donc pour finir, très sensible les cheveux. Hein. C'est toi qui parles là-dedans. Donc pour finir, moi voilà, je ne fais pas un process à Jed McKay, si la série est bien tant mieux, mais à mon sens déjà c'est mal fait parce que Air of Apocalypse, il faut obliger les gens à le lire ou que ce sera compilé dans les futures versions rééditées, c'est pas un bon produit. Cypher, Douglas Ramsey, c'est pas un mauvais personnage, mais je vois pas le rapport en fait avec la choucroute. Et puis le fait de bombarder directement aussi vite, alors que Brevoort il avait dit ouais on va se calmer un peu avec le crossover X-Men, ça fait 2 en une année là quand même. Et en définitive, modeste, énorme. Tu savais qu'ils allaient pas se calmer. Mais oui, mais ils ont utilisé cet argument-là pour mettre fin à Krakoa. C'est des cocaïnomanes qui disent. Porte tes couilles, mon gars, assume tes conneries. T'as voulu faire de la merde, bah t'assumes, tu me dis pas. Et l'année suivante, on va refaire un crossover avec cette série. Bah, en plus, tu sais qu'ils sont déjà en cours de publication. Parce qu'ils seront aussi dans la boucle aussi, c'est évident. Les Storm et compagnie. Moi, j'ai l'impression que c'est des séries qui vont être modifiées, en fait. Qui vont prendre un autre, il y a une partie de ces séries qui sont des séries déjà en cours, mais un peu à la manière de, tu sais, des séries qui étaient, et après, ils vont les relauncher au numéro 1. Future's End et les trucs comme ça, en fait, ça va être des numéros spéciaux, en fait, de la série qui vont être rebaptisés. Si, c'est sûr. Non, mais peut-être, t'as raison. Genre, le Rogue, là, vu que t'as un Rogue qui est, comment ça s'appelle, Rogue? Oui, les X-Men, ça va être les X-Vengers. Rockstorm, tu vois. Donc, la série Storm, elle va devenir Rockstorm, en gros, pendant 2-3 mois, et puis après, ça va revenir au truc, quoi. Pitié, quand même. Ouais. Bon, allez. On passe à autre chose. Juste, c'était la news Marvel de la semaine. Ah, il y a aussi Spirits of Violence. Oh, oui, mais ça, c'est rien du tout, ça. C'est quoi? C'est une petite mini-série en 5 numéros par Sebir Pirzada. Alors, petit contexte. Ben Percy, je crois. Ben Percy, Ed Brisson, l'un des deux. Parce que c'est les deux mêmes.
a relancé... C'est plutôt Ed Brisson, je crois. C'est Ed Brisson, Ghost c'est ça. Rider, hein. Qui a relancé le Ghost Rider, en fait, en 2023, j'ai envie de dire. Chez Marvel, avec une série où, en fait, Johnny Blaze, parce que ses frères s'appellent Danny Ketch, du coup, d'où la proximité. Johnny Blaze revenait dans le rôle de Ghost Rider et Danny Ketch aussi. Et donc, se partait sur un truc un peu faussement complotiste avec des labos qui ont expérimenté sur les démons et tout. Cette série, elle a eu un vrai succès, étonnamment. Et du coup, Marvel, en fait, a ressorti du carton des idées qu'ils avaient eues avant, notamment l'année de la vengeance. Rappelle-toi, tu sais, avec des personnages comme Kushala, qui était une ancienne porteuse l'esprit de la vengeance. Donc, l'esprit de la vengeance, c'est le truc que donne Mephisto quand tu fais un pacte avec lui pour devenir le Ghost Rider. C'est Kushala, c'est un démon, c'est Kushala, ouais. C'est un démon de feu, enfin, grosso modo, que tu peux invoquer quand tu te transformes en Ghost Rider. Le fait qu'il prenne contrôle des véhicules n'a aucun rapport avec le fait que ce soit un démon de feu, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, depuis, on a vu beaucoup de petits projets champignons, en fait, qui sont apparus autour de Ghost Rider, parce que la marque a repris du poil de la bête, a repris du poil de feu de la bête, notamment le Elverine, ouais, qui était une idée absolument abominable, mais qu'ils ont poussé, qui avait marché parce que les Américains... Qu'est-ce que c'était con, ce truc, ouais. C'était d'une débilité incroyable. C'est Daken qui croise un ancien démon, pareil, d'esprit de la vengeance et tout. Il fusionne avec, et ça fait du coup un Wolverine Ghost Rider. Voilà. C'est Weapon H all over again. Ouais. Et les ricains adorent les fusions. Après, c'est cool, les fusions, mais là, du coup, ça a marché. Ils ont fait aussi, tu sais, parce qu'ils avaient fait une série où il y avait, mais c'était le Hulk de Philip Kennedy Johnson, où il y avait, en fait, c'est un vieux biker. Hulkverine, ils avaient fait. Ils avaient fait Hulkverine aussi, mais ça, c'était encore avant. Non, mais au côté Ghost Rider, tu sais, dans la série Hulk de PKJ, ouais. Il y a en fait un vieux Ghost Rider qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. El Rider, je crois qu'ils l'ont appelé, je sais plus comment ils l'ont appelé. Ils avaient fait la série qui se passe dans le passé. Voilà, ouais, et qui était déjà en fait en plus d'ailleurs un truc qu'ils avaient déjà fait avant, à l'époque de Aaron, mais ils s'en souvenaient plus, donc ils l'ont refait. Il y a du coup l'anthologie Spirits of Vengeance, qui est donc de Sabir Pirzada, où en fait ils te montrent tous les Ghost Riders du passé. Ouais. Enfin, pas du passé forcément, mais il y avait le Hood, il y avait Blaze, il y avait Ketch. Oui, c'était vraiment pour dire voilà tous les Ghost Riders qu'on a eu, quoi. Il y avait Robbie Reyes qui est revenu. Et en fait, tous ces riders là se sont organisés en équipe. C'est un club de riders. C'est un gang de motards. Parce que c'est comme ça que ça se dit en français. C'est un club de riders. C'est un gang de motards et de bikers. Et là, du coup, voilà, c'est la suite en fait de Spirits of Vengeance, qui était une anthologie avec différentes épisodes, parce que c'était pas que de l'histoire courte, c'était des trucs morcelés. Et Pirzada, qui est bien chez Marvel, il dit maintenant je vais faire la suite. Et donc t'as Kushala, Robbie Reyes, Blaze, Danny, un nouveau personnage qui s'appelle Fantasma et Robbie Reyes que j'ai déjà dit, oui déjà. Donc c'est le retour de Robbie Reyes qui était enfermé dans l'univers principal. Enfin, c'est compliqué là pour le coup. Il était plus là. Les comics Marvel c'est vachement accessible, hein, rappelez-vous. Depuis la fin de Jason Aaron, depuis Avengers Assemble Omega, il était enfermé dans la prime version de multivers Marvel. C'est compliqué en fait. On s'en fout, il était pas là. Voilà, c'est tout. Maintenant, il est relâ. Voilà. Il est revenu. Enfin, voilà. Et donc voilà, les fans de Ghost Rider vivent un moment merveilleux parce qu'il y a beaucoup de comics de Ghost Rider en ce moment. Il y a tous les arrières de l'univers. Et généralement, quand Marvel fait ça, quand Marvel fait beaucoup de comics machin, c'est que ça se vend. Bizarrement, il n'y a pas d'adaptation, on n'a pas besoin forcément. Quelle brillante analyse, Corentin. Oui, t'as vu un peu, mais 11 ans de métier. 11 ans de métier. Mais d'ailleurs, cet été, là, Arnaud, c'est quand notre anniversaire? J'ai oublié, c'est en août, non? C'est après la San Diego Comic Con? Je sais plus. Bref, super. On est bien considérés. Notre anniversaire de quoi? Le premier podcast. De First Print? Le bilan de la San Diego Comic Con 2014. Ah, le premier podcast sur DC Planet, alors? Ouais. Je sais pas, parce que du coup, il y a plus de DC Planet. C'était en été, je me souviens plus. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que, voilà. Très bien. J'ai aucun avis sur le sujet, je ne lis pas la série, j'aime pas la série Ghost Rider de Ed Brisson. Mais en revanche, l'anthologie de Pirzada, elle était pas dégueu, enfin, il faut aimer, hein, évidemment. Mais c'était pas mauvais. Elverine, c'est pas bon, par contre. Non. Et j'ai pas encore lu la série, du coup, sur le Rider de la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être sympa. En tout cas, voilà, les comics Ghost Rider sont en bonne forme. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour ceux qui aiment ça. Et un jour, ils feront un Into the Ghost Rider-verse avec toutes les versions qui existent. Franchement, avec le style d'animation de Spider-Verse, tu pourrais faire des trucs de dingue. Mais pendant Secret Wars, ils avaient fait Ghost Racers, je crois. Et c'était une sorte de course des différents riders, dans mon souvenir. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. C'est possible, ouais. Il me semble. À l'époque, c'était encore Tradmoor qui dessinait, je sais plus. Ça, c'était la série All New, All Different, ouais, à l'époque de Tradmoor. Non, mais c'était apparu 2 ans avant Secret Wars. Ouais. Mais bon. Voilà. On passe du côté des séries télé avec une annonce magnifique. Les Cowboys de Moo Mesa. Ah, oh, dis donc.
Dis donc. J'ai envie de dire. On n'en a pas déjà parlé la semaine dernière, ça? Enfin, non, on avait parlé du retour en comics, mais on n'avait pas la nouvelle qu'en fait la Nacelle Company va relancer une série animée. Et pas que. Des cowboys de Moo Mesa. Et pas que. J'ai envie de dire Bitch I'm a Cow. Bitch I'm a Cow. Doja Cat. Matez ce clip trop marrant sur YouTube. Voilà. Vous la reconnaîtrez pas forcément, mais c'est bien Doja Cat. Comment, que dire, quoi. Années 80, Tortue Ninja, Kevin Eastman, Peter Laird, succès d'édition. Nickelodeon, on s'en fout, peu importe. La série animée apparaît, 87. Grosse Turtlemania. Les jouets se vendent par Paxif, les comics aussi. Tout le monde est content. Ça kiffe, ça flow, ça juice. Et là, les marchands de jouets et les chaînes de télé et les studios de production disent mais attends, ça a l'air très con comme truc. Ça va être facile à cloner. Les tortues mangent des pizzas et combattent des ninjas, c'est ultra con. On peut faire aussi con, c'est sûr. On a le potentiel intellectuel négatif qu'il faut. Donc du coup, on va faire les requins de la rue. Street Sharks. Street Sharks, c'est des requins, leur père scientifique, transformés en requins, et ils combattent et ils mangent des hot dogs et des hamburgers. Et on a les souris bikers de Mars. Qui étaient pas si cons que ça. Qui est une race d'aliens qui effectivement ressemble à des souris. Mais du coup, c'est pas des mutants. Ils débarquent à Chicago, Windy City, et ils combattent un méchant capitaliste qui est anti-écolo. Ça, c'est bien. Ils sont que 3 pour le coup, leur tienne est ultra stylé. Également, les Toxic Crusaders. Parce qu'à l'époque, du coup, comme c'était un peu crado, mutagène, le goût verdâtre, enfin, fluorescent, etc. Hop, Toxic Avengers, on le recycle. On lui fait une série animée pour enfants. C'est quand même fou, quand même, Toxic Avengers, une série pour enfants. Avec d'autres mutants comme lui. Et ils combattent dans la ville de Tromaville. La Tromaville, ouais, bien sûr. Voilà, avec le méchant qui s'appelait Killer Moth, je crois. Qui était le méchant. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Du coup, évidemment, les Kangous, les Kangous juniors, comme dirait Arnaud. Et puis d'autres trucs, etc. Et donc, effectivement, les Cowboys de Moumessa. Voilà, les Cowboys de Moumessa. Et les Cowboys de Moumessa, ils avaient été chercher quand même Ryan Brown, qui était un mec important pour les Tortues Ninja. C'est lui qui avait créé April O'Neil, en tout cas le design de April O'Neil des comics, qui après a pris la série de Archie Comics sur les Tortues. Donc, c'est un des grands architectes, parce que la série de Archie, qui au départ se basait sur le dessin animé, puis qui a développé sa propre mythologie, ça a été architecturé par Ryan Brown et c'est considéré aujourd'hui comme un volume canonique de la grande saga des Tortues. Donc c'était un grand architecte. Et du coup, cette série, en fait, c'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase dans les États-Unis de l'Ouest sauvage à la fin des années 1800. Radiation, parce que c'est normal, c'est une météorite, ça irradie. Et la radiation fait muter les vaches en humains. Et ces vaches humaines, évidemment, vont se dire, ouais. Alors, les flingues. On va faire les combats. Qu'est-ce que fait quand on est inhumé dans les États-Unis à la fin du 18e? Far West, voilà, on va se tirer dessus, on va monter sur des chevaux. Ça, c'est une incohérence dans la série, quand même. Il y a aucun cheval qui peut porter le poids d'une vache, même humanoïde, parce qu'on ne dit pas quand même qu'elles sont rapetissées, hein. On dit c'est des vaches mutantes. Moi, une vache mutante, j'imagine un truc qui fait 1 mètre, 2 mètres de haut, tu vois. Ouais. Donc là, les chevaux, je suis désolé, ça marche pas non plus. À moins que les chevaux aient muté aussi. Explication possible. Dans ce cas-là, ils seraient restés animaux, ils auraient juste grossi. Du coup, les météorites racistes. Il faudrait quand même qu'ils soient très très gros pour supporter le poids d'une vache. Bah oui. Et je pense que d'un point de vue squelette, ça tient pas. C'est impossible. Tu vu comment c'est lourd une vache? Ouais. En plus, là, ils ont des muscles, des organes. Enfin, tu vois, c'est des humains, quoi. Ouais. Donc, du coup, dans cette version, comment dirais-je? Mais déjà, la façon dont tu t'humanises après, peut-être que c'est juste qu'en mutant, elles s'unissent, enfin. Non, parce que les Tortues Ninja, sont le plus gros, ça. Attention. Ouais, mais justement, c'est pour ça peut-être que les vaches, en fait, elles deviennent plus proches de la morphologie humaine et que rapportées à une taille humaine, parce qu'une vache debout, je sais pas si t'as déjà vu une vache debout, c'est plus grand qu'un être humain, du coup, tu la mets sur ses pattes. Donc là, tu rapetisses, donc forcément, le poids diminue, et donc peut-être que ça devient portable par un cheval. Désolé, années 90, tout ce qui est mutant est plus gros. C'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est littéralement le principe de la mutation. C'est un peu toi qui fais les règles, quand même, j'ai l'impression. Tu deviens un gros monstre puissant et vicelard, tu vois, c'est correct, ça marche. D'accord, très bien, bon. Donc, donc voilà, quoi. Enfin, c'est un Far West, c'est un western de carte postale pour les gamins, avec des vaches. 3 vaches, en l'occurrence, avec le shérif Moo Montana, comme l'état du Montana. Le Colorado Kid, comme le Colorado. Étant un jeu parce que ça veut dire vache. Et enfin, le Dakota Dude. C'est pas de jeu de mots, là, c'est juste Dakota, pour l'état du Dakota. Et donc, il y en a un, c'est le sérieux, c'est le Leonardo. Un, il est bougon,
Et il est un peu C'est Raph. c'est Raph, et il y en a un, il est un peu les gars, viens, c'est moi les bières, on fait de la guitare, on se lève au couchard. C'est Et lui, c'est Michelangelo. Michelangelo. Voilà, ils ont du Donatello, c'est de la merde. On n'a pas de nerd dans le Far West, mon gars, ça sert à rien du tout ton histoire. Maintenant, c'est des vaches. Hein. Et du coup, voilà, il y a pas un casting de personnages secondaires inintéressant. Et c'est une série qui a un peu marqué. Elle a eu que 2 saisons, évidemment, mais elle a un peu marqué les gens de son époque. Donc voilà, effectivement, il y a un nouveau comics qui arrive avec Juan Guédéon, quand même, au dessin. C'est plutôt une belle prise. Et là, Nacelle, out of the blue, en dehors du bleu, nous écrit, envoie un communiqué de presse aux êtres humains de ce monde pour leur dire, les gars, les vaches, franchement, c'est une putain de bonne idée, quand même. Venez, on fait une série animée en 8 épisodes. Et non, encore mieux, on fait une série animée en 8 épisodes dans un univers partagé, mon gars, avec 2 autres productions. Et là, tu vas rire. RoboForce, ouais. produit par Dwayne Johnson, ni plus ni moins, Seven Box Production, Et Danny Production. Garcia. son studio, et Danny Garcia, Le vrai, la team Voilà. Black Adam, quoi. personne vraiment, importante de l'histoire de l'univers DC au cinéma. Ouais. Ainsi que une série Biker Mice from Mars, produite par Maximum Effort, la boîte de... Ryan Reynolds. Et ouais, voilà, ils ont reformé le Red Notice pour les séries animées pour enfants, basées sur les années 90. Après, ils sont potes dans la vraie vie, hein, donc c'est un peu normal. Mais qu'est-ce que c'est que ce camoulox des enfers? Moi, je suis chaud. Hein. En vrai, je suis chaud de ouf Je sais pas. pour franchement, les Cowboys de Moumessa, ça a l'air incroyable. Selon Nacelle, donc Nacelle, c'est pareil, c'est une boîte de prod. Hein. Ils ont produit la série Zac Efron, ils ont produit les Toys That Made Us, que probablement ce qu'ils ont produit de mieux. Et puis des conneries par-ci par-là pour Netflix, Disney Prime, etc. En fait, il participe à forger la saison X de The Toys That Made Us quand ils reviendront sur les années 2020 et en disant le revival qu'on Ça a sera pas du tout nous-mêmes anti-éthique. fait, tu vois. Mais après, ça, c'était depuis le début. Hein, que dès qu'ils ont signé le partenariat avec Goranson chez Oni, ils avaient dit le but, c'est de faire des comics et après de faire des séries animées dans un monde partagé. Oh, c'est pour ça qu'ils appelaient ça le Nacellverse. Sauf que comme les comics, Ils ont 3 numéros à chaque fois. animent tout ça par IA, c'est pour ça que c'est si rapide. C'est vrai, C'est ma théorie du complot. Allez, Peut-être. allez, je rentre Après, là-dedans. Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, c'est pas forcément idiot. Hein. Mais après, mais ça, c'est Dwayne ça, Johnson, je le c'est ça, verrais le bien, mais pas c'est ça le Reynolds. camoulox, genre Dwayne Johnson, Ryan Reynolds avec les vaches du Far West, les souris de l'espace et RoboForce qui est un truc à la con avec des robots. Je veux dire, Peut-être qu'eux, ils ont grandi avec ça. Pas. Hein. Voilà, je comprends très bien qu'il y a un marché pour le revival des années 90. On n'arrête pas de le dire, nous. Cette année, il y a un film Toxic Avenger et des comics Toxic Crusaders et un jeu vidéo Toxic Crusaders. Il y a eu le jeu de Dotemu sur les tortues. Il y a plein d'exemples que je ne pose pas immédiatement, mais oui, les gens qui ont grandi avec, aujourd'hui sont trentenaires, quarantenaires, en âge de consommer et de transmettre ça à leurs enfants aussi, parce que c'est leur culture, comme justement on l'a vécu il y a 5 à 10 ans avec les années 80, où tout revenait à la mode des années 80, à ne plus savoir qu'en faire, c'était étouffant et stupide, mais le marché culturel a vécu là-dessus pendant quelques années. Aujourd'hui, le temps a progressé, donc tu appliques la même logique aux gamins des années 90. Et les Twisters et compagnie, c'est des exemples de ce truc-là aussi. C'est des gens qui, à l'époque, ont vu Twisters quand ils étaient petits. Ils vont le revoir au cinéma. Bon, malheureusement, ça peut marcher parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Voilà, moi, je trouve ça, entre guillemets, logique et cohérent. Le fait que ce soit vraiment ces 2 personnes-là, The Rock et Deadpool, ça me trouve le cul. Vraiment, ils ont réussi à signer des partenariats énormes chez Nacelle. Je sais pas comment ils ont fait. C'est incroyable. Peut-être leurs agents. Hein. C'est peut-être pas eux qui ont fait ça, mais leurs agents. Mais... Après, il faut voir ce qui va se faire. Hein. Là, ils disent qu'il y a que les vaches qui ont été validés, qui ont reçu un feu vert, un green light. Ils disent pas de qui, hein. On dit pas qui finance, qui produit, qui réalise. C'est Pierre-Edouard Sterrin. Il aime bien tout ce qui est campagne, bonne vieille valeur, etc. C'est pour ça. Far Hein. West, à l'époque, c'était pas woke, hein, mon gars. Il y a peu de vaches noires, d'ailleurs, dans la série. En plus, il y a peut-être des épisodes qui parlent, justement, de la série, de la ségrégation, etc. J'ai pas regardé, donc je sais pas. Mais, bon. En tout cas, moi, ça fera un comics avec Juan Guédéon et une série animée, bon, qui est vraiment très classique au niveau graphique. On a un visuel, et c'est, en fait, le design de l'époque. Ils ont pas fait un effort particulier pour mangaiser le truc ou quoi, tu vois. Donc, je sais vraiment pas quoi en faire de tout ça. Je sais qu'Arnaud va m'obliger à écrire un article dessus. Yes. Donc déjà, ça va impacter un peu ma vie. En revanche, ils font les Bikers Mice from Mars. Avec Deadpool qui double, Reynolds qui double le méchant. Parce que c'est un capitaliste, le méchant, donc ce serait assez logique. Ouais, j'avoue. Je suis pas en désaccord avec l'idée. Parce que les souris de l'espace, elles déchirent. Ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, Corentin, on va passer à la dernière partie. La partie cinéma, ça va être très court. Il y aura personne dans le Hall H de la SDCC cette année, figure-toi. On savait déjà que
que c'était Marvel Studios qui n'aurait pas de panel. On a vu la nouvelle au début du mois de juin. Et donc là, c'est la confirmation. En fait, donc le Hall H de la SDCC, donc la San Diego Comic Con, c'est la grande célébration annuelle de la pop culture. Tu peux dire le Hall H. Très. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Bah oui. Je pourrais. Attends, laisse-moi franciser tout ça. Donc la San Diego Comic Con, c'est donc la célébration annuelle de la pop culture, très tournée sur le cinéma. La culture pop. Depuis 2008, en fait, quand Marvel Studios avait présenté en surprise le premier trailer de Iron Man, ça a été régulièrement chaque année le moment de faire une grande fête autour des films de super-héros. Il y a eu quantité de conférences qui ont été données dans ce fameux Hall H, qui ont été des vrais moments de pop culture, simplement, avec l'arrivée du cast de Guardians of the Galaxy. Jane Foster qui soulève le marteau de Thor. Exactement. Il y avait Josh Brolin qui sort le gant de l'infini. Tout à fait. Voilà, et puis jusqu'à l'année dernière où Robert Downey Jr. est venu avec son costume de Doom pour officialiser son retour. C'est vrai. Mais cette année, en fait, donc Marvel Studios sera pas là parce que tout simplement la SDCC a lieu pour le week-end d'ouverture de Fantastic Four. Donc en fait, ils vont concentrer leurs efforts là-dessus, et surtout qu'après en fait, ils ont rien d'autre à promouvoir puisque tout est en tournage ou en production. Donc il y a pas beaucoup de choses à présenter. Bon, il y aurait peut-être les séries animées à la con comme Marvel Zombies. Mais alors ça coûte très cher un stand à San Diego Comic Con, et là pour le coup enfin c'est pas ils vont avoir un stand Fantastic Four. Mais je veux dire, un panel ça coûte très cher. Mais un panel ça coûte cher parce que si tu fais un panel que tu ramènes des réalisateurs et des acteurs et tout ça, il y a tous les frais de déplacement, d'hébergement et tout ça, donc ça a un coût. Donc en fait, quand tu le fais, c'est que t'as vraiment quelque chose à présenter. Et de ce qu'on apprend en fait, donc du Hollywood Reporter et leurs confrères, c'est simplement que Warner n'aura pas non plus de panel prévu, ni Sony Pictures, puisque Warner, ils vont profiter de tout le mois de juillet pour mettre l'accent sur Superman, ce qui est bien normal. Il y aura quand même une présentation de Peacemaker. En fait, il y aura pas de panel pour le cinéma. Il y aura une présentation pour Peacemaker, mais je suis pas sûr qu'elle soit dans le Hall H. Du coup, non, ça vaudrait pas le coup. C'est juste une série. Mais c'est Peacemaker quand même. Après, il y aura peut-être une réunion avec le casting. Il y aura John Cena sur place. Je sais pas, ça peut être cool, vu que ça sort juste après. Un panel suffit pour une saison 2 en plus. Oui. Mais voilà, donc ça va être. On va vivre un samedi peut-être exceptionnellement calme pour une fois. C'est un peu dommage pour Supergirl quand même. Tu viens de le dire peut-être, non? Je t'écoutais pas. Oui. D'accord. Parce que là, pour le coup, il est tourné le film. Ils auraient pu faire un mock, ou elle aurait pu. Après, on l'a vu. Ils auraient pu faire un. Oui, j'imagine que tu peux, mais je pense que c'est encore trop tôt. Et vraiment que le maximum à faire, c'est de dire non, il y a Superman qui est sorti. Faut pas driver l'attention des gens sur d'autres projets, en fait. Faut se concentrer sur l'instant présent. Pas, si tu crées de l'attention. Justement, les gens se disent, voilà, l'univers va dans une direction. Après, tu sais pas, c'est excitant, c'est fédérateur. Oui, cool. Mais t'es pas à l'abri d'une annonce surprise, Superman 2 validé, des trucs comme ça, quoi. Non, mais ça, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est... non, la question, c'est... Oh non, en plus, c'est chez DC, donc ça marche pas du tout, ta connerie. Toujours les mêmes blagues depuis 11 ans, c'est fou. Mais... c'est un signe de stabilité. Oui, dans un couple, c'est très important. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, franchement, tu mets un petit mock, ou pas, des images de tournage, un first look. En plus, il sort dans un an, le film, techniquement. Ouais. Tu vois, tu peux commencer par mettre un petit teaser. Non, je trouve ça un peu dommage, précisément pour Supergirl, parce que c'est la suite logique de Superman, entre guillemets. Donc après, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que aussi il y a pas la politique d'économie de Warner Bros qui a joué? Oui. Parce que Zaslav, il a encore 37 milliards à rembourser. On se rappelle que les actionnaires sont pas très contents, et que la sortie de Superman était attendue un peu comme une petite prophétie de validation de la stratégie de Zaslav. Il y a des éditos qui ont été écrits là-dessus sur Hollywood Reporter et tout, où les actionnaires disent, si Superman ça casse, Zaslav, il va se faire bien engueuler quand même, hein. Parce que c'est lui qui a ramené Gunn, qui l'a laissé valider plein de projets sans avoir aucune assurance que ça marcherait. Moi, je suis pas inquiet, hein. Pour l'instant, le film est bien accueilli, les premiers retours sont bons, nanana. Alors, en plus, dans les premiers chiffres. Ils sont très clivants, les premiers retours, hein, quand même. Les critiques sont très partagées, mais les critiques, ça change rien. Non, mais les retours publics aussi, je veux dire. Tu regardes sur la page Comics Blog, c'est vraiment... après, c'est Comics Blog aussi. Non, c'est des gens qui sont passionnés, et c'est vraiment le jour et la nuit. T'en as qui adorent et d'autres qui détestent. Mais c'est le grand public qui compte. C'est pas notre petit public à nous. On verra, peu importe. C'est vrai, tu vois. Un débat qu'on fera d'ailleurs dans quelques heures, donc. Oui. Mais parce qu'on fera le podcast sur Madame, je suis prêt. Mais voilà, moi ma question c'est est-ce que voilà, c'est pas juste simplement parce que le groupe balise un peu. De fait, ils ont pas beaucoup de prod original cette année, et ils sont encore une fois en train d'essayer de calfeutrer les écoutilles, de décoper la flotte qu'ils ont perdue pendant la fusion, parce que encore une fois, Discovery Inc. n'avait absolument... Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment que les gens se rentrent dans le crâne.
Discovery Inc. n'a jamais, c'est pas un groupe de téléphonie comme AT&T, ils n'ont jamais eu les moyens de racheter Warner Bros. Ils se sont endettés à la race pour ça, et actuellement, il leur reste encore des dizaines de milliards. C'est pas, je sais pas, tu vois, c'est pas de baler un Twix, hein, c'est des dizaines de milliards à rembourser. Moi, je pense quand même que ça peut jouer aussi, et que c'est pas forcément très rassurant pour la pop culture en général d'avoir des groupes qui sont endettés à en crever comme ça, et où le moindre revers, entre guillemets, peut faire basculer l'édifice. Ou le château de cartes, selon comment on veut voir la chose. Même, encore une fois, Kevin Feige, tout le monde ne dit pas. Mais Fantastic Four, s'il se tôle, ça, a priori, c'est pas parti pour, évidemment. Mais s'il se tôle, ça fera quand même 3 échecs d'affilée. Là, ça sent un peu le sapin, quoi. À un moment donné, Disney, ils ont pas vocation. Ils ont aussi des actionnaires. Ils ont aussi perdu beaucoup d'argent pendant la période Disney+. L'action, elle s'est viandée méchamment. S'il faut qu'ils revendent le groupe, ils le font pas tout de suite, hein. Mais ils ont besoin d'avoir les comptes dans le vert. Tu vois, bref, c'est pour moi, tu vois, je trouve ça un peu inquiétant que il y ait ce côté un peu les rats quittent le navire ou... Ah bah moi je le vois différent parce que pour moi c'est plutôt une forme de sobriété assez bienvenue en fait, dans le sens où on rationalise les coûts et on attend d'avoir vraiment quelque chose à présenter plutôt que de faire du vide. T'as pas tort. Et peut-être simplement en fait aussi refaire en sorte que quand je dis on, mais les studios viennent dans le Hall H, c'est parce que il y a de l'événement à créer, parce que tu le sais très bien. Plus tu crées des crossovers, plus tu crées des trucs comme ça, moins ça devient événementiel, plus tu t'y habitues, moins c'est voilà. Et en fait, ils ont besoin, je pense, de redonner à l'image des films de super-héros, en fait, ce côté de ça doit être des événements pour le cinéma. Tu n'as pas tort. Ceci étant, le prochain Marvel Studio après FF, c'est décembre 2026. Non, c'est Spider-Man. Non, parce qu'il y a le Spider-Man de Sony. Enfin, je suis à peu près persuadé qu'il va être décalé, parce que je vois pas, là, le film n'est pas parti en tournage, ou alors il vient de partir en tournage. A priori. Et je vois pas comment ils arrivent à le sortir. Je vois pas comment dans un an on est en train de le regarder. De toute façon, on aura au moins pratiquement 12 mois sans production de Marvel Studios. Ça leur aurait fait du bien avec Deadpool et Wolverine. Ouais, ils avaient dit, c'est-à-dire ce sera de nouveau la durée la plus longue sans film Marvel depuis la période Covid en fait, Et pour Marvel, mettons, c'est vrai qu'ils ont pas grand-chose sur le feu. Mais chez DC, ils ont tourné la première saison de Lanterns. Supergirl, il est tourné. A priori, je sais pas, mais des concept art du film de Dynamic Duo, tu vois, où tu fais encore une fois, tu fais un mock, tu fais un démo reel pour le salon. Tu pourrais faire la première vraie San Diego Comic Con de DC Studios, avec même limite, quand en fait, il arrive en Superman, tu vois, pour le fun. Et effectivement, là, tu te dis, il est validé, on a les premiers retours, ils sont très bons, nanana, tu vois. Et du coup, ça encourage les gens parce que du coup, parce que t'as raison, effectivement, c'est logique de vouloir rationaliser les coûts quand justement t'as des boîtes qui sont un peu enrhumées. Mais comme on l'a dit depuis des mois, on veut recréer l'été des super-héros. Pour ça, il faut recréer la confiance dans l'avenir. Et il faut qu'on arrête de se demander si le moindre projet risque de mettre fin à un univers tout entier, etc. Et aussi, on veut le retour de l'événementiel, le retour des grandes annonces, le retour des ouais, regardez, c'est Millie Alcock et hop, elle arrive. Mais pour avoir le retour des annonces, il faut des annonces. Et pour l'instant, vu que tout est annoncé, qu'il n'y a pas de surprise en plus, ils reviendront l'an prochain. Et là, ils dévoileront leur nouveau Batman. Tu vois? Ouais, non, mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Tu viens à la SDC 2026 et ce sera l'acteur et ce sera un mec que t'auras jamais vu nulle part sauf dans un vieux film de genre que James Gunn il kiffe de ouf et puis voilà, tu vois, et ils diront bah voilà, en fait c'est lui le nouveau Batman. Je pense pas à ça par contre. L'année prochaine ce sera The Batman 2 surtout qui sera intéressant de pousser pour dire regardez, il existe, on a commencé le tournage, ça fait 2 semaines. Ouais. Il y a Pattinson qui est là, il fait la gueule parce qu'il a attendu 3 ans pour reprendre le rôle. Et depuis il a fait des gosses et il se fait chier maintenant. Enfin bref. Du coup, voilà. Du coup, je sais pas quoi te dire. Moi, je trouve ça un peu triste quand même. D'accord. Tu peux être triste. On est au Comic-Con, c'est un événement. Tu seras content de pas devoir veiller jusqu'à 4h du matin un samedi de SDCC, de pouvoir peut-être même profiter de ton samedi soir. Imagine combien d'années ça fait que t'as pas profité de ton samedi de la SDCC. Il y a eu des années où il y en avait pas. À part en 2020, en vrai, sinon on a toujours été quand même assez. Enfin, 2020 et 2021, c'est vrai que il y avait rien de toute façon avec le Comic-Con at Home. Mais depuis que c'est revenu, à chaque fois moi j'aimais bien le fait que ce soit revenu justement. Oui, non, mais c'est sûr parce que c'est toujours un peu excitant. Le reveal hein. de Doctor Doom, enfin du Doomstark, il a quand même pas la même gueule si c'est pas en Comic-Con avec les Doombots sur scène, etc. Oui, non. Parce que après le lendemain, on a digéré l'info, on s'est dit non, c'est cringe. Mais le moment venu, on a pété un câble, rappelle-toi. Enfin, on était ça était en mode quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, non, c'était what the fuck, c'est clair. Tu vois, et on a besoin, je pense, de ces moments-là aussi parce que c'est du divertissement. Oui, mais peut-être pas tous les ans. Peut-être pas tous les ans. Voilà, après, ils feront une D23 ou ils feront Investors Day, machin. Ça, c'est quand même triste que les reveals de ce style-là, maintenant, passent pour des trucs qui sont réservés aux actionnaires. Moi, en tant que fan, ça m'agace. Le but d'un studio, ça doit être de plaire aux fans et pas aux actionnaires en première priorité.
Je sais que c'est pas le monde dans lequel on vit. Réalité économique, ouais. Mais Corentin, on va terminer quand même cette partie cinéma avec l'ultime film, le film qui va enterrer tous les autres films cet été. C'est Red Sonja. Le film existe et le film va sortir. Il sort le 15 août au cinéma aux États-Unis. Il sort 2 semaines après en numérique parce que bah les couilles. Qui sera piraté 2 semaines après. Il sortira pas en France, hein, comme Hellboy the Crooked Man. Non, c'est pas vrai. Il sortira pas en France comme Hellboy the Crooked Man, qui n'est pas sorti en France officiellement. Ouais, bah, qui est la même boîte. Hein. Et qui n'a d'ailleurs aucune distribution légale, je crois, en France. Ou alors peut-être qu'il est juste en achat, peut-être maintenant sur Apple ou un truc comme ça. Bah oui, mais moi je vois bien de gens payer 19 € pour ça, hein, bien sûr. Non, c'est moins cher maintenant les films en numérique. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un trailer. Et moi, franchement, tu te régales. Moi vraiment, je suis en 2000. Je suis dans les années 2000, quoi. Ah bah oui, là c'est même le début vraiment, des années 2000, j'écoute de nouveau Tokyo Hotel. Linkin Park vient de sortir son 2e album. C'est plutôt métal comme Cynic et Diams sont sur les tops des charts de France. Voilà quoi. On passe Sum 41 à la radio encore. Et voilà quoi. C'est mes plus belles années. C'est tout, c'est ça ton commentaire. Bah non, mais ça l'a rapport. L'arnaud, c'est Sum 41 me manque. Non, en fait, ça m'a jamais manqué en plus Sum 41. Enfin, bref. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un film qui a l'air incroyable. Ça, oui. Ça a vraiment le feeling des Van Helsing, des trucs comme ça. Bah oui, c'est le même réal. Toutes ces conneries. Ah oui. Bah oui. Bah voilà. J. Bassett, c'est elle qui a fait le film. Ah, elle avait fait Van Helsing, vraiment. D'accord. Bah oui. Non, pardon. Solomon Kane. Bah oui, voilà. Solomon, ça n'a rien à voir en plus. Que c'est pardon. Non, mais Solomon Kane, c'est un héros de Robert E. Howard, comme techniquement Sonia Larousse est une héroïne mais ça n'a rien à voir parce que Red Sonja n'est pas vraiment l'héroïne de Robert E. Howard. Ça a l'air fauché. Dérivé en comics. Ça a l'air fauché, ça a l'air con. Ça, étonnamment, tout le film est dans le trailer. Ça, c'est vraiment à l'ancienne, pour le coup, ils sont pas fait chier. Alors, il y a héroïne, son origine. Lui, c'est le vilain. Et tu vois, à la fin, c'est bataille finale. Petite blague. Petite blague. Il y aura de la bagarre, ce sera sanglant parce que c'est Rated R, donc elle va quand même découper des trucs, quoi. Enfin, oui, Rated R, faut voir, hein. Ça va être Rated R en mode il y aura des gerbes de sang comme le Hellboy de Neil Marshall. Oui, c'est ça. Et oui, mais c'est de la merde. Ça, c'est pas, tu veux qu'il y ait quoi d'autre? C'est pas ça qui fait un film pour adultes, tu vois, ça a l'air quand même. Non, mais du coup, ce sera divertissant. Ce que je veux dire, c'est que ce sera un film beer popcorn pizza, quoi. Ouais. Et bande de potes. Où tu te marres dès qu'ils disent une connerie. Après, Mathilda Lutz, je sais pas. En fait, je trouve pas qu'elle a le physique de Red Sonja. Je ne dis pas ça seulement pour mais je reformule, tu dis pas ça seulement parce qu'elle fait pas un 95C, Corentin? Non, mais c'est vrai qu'elle a quel est donc ce commentaire ultra objectifiant? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est un peu frêle. Tu pourrais imaginer qu'ils aient pris une meuf plus bulky. Ils auraient pu prendre une catcheuse. Genre, vu l'épée de Red Sonja, faut quand même des bons biscottos pour. Ouais, mais justement, c'est pas forcément une catcheuse. Justement, une culturiste, une actrice qui, bah, regarde comment elle s'appelle, la meuf qui a fait. Culturiste ou catcheuse, bon. La meuf qui a fait le film A24 avec Kristen Stewart. Où c'est une meuf qui fait de la muscu qui à la fin devient le film She-Hulk. Comment il s'appelle, putain, ce film? Ouais. Tu vois de quoi je parle? Je vois très bien, mais qui était super bien en plus. Ouais, qui était très sympathique. Voilà, bah elle qui s'appelle du coup son nom Arnaud. Pendant que je te la retrouver. Je vais moduler le ton et le rythme de ma voix afin de te laisser le temps de googler. C'était un film qui était très bizarre, mais qui était vraiment bien. Je vous spoilerai pas la fin, mais il y a pas Love dedans. Non, attends. Si. Love Lies Bleeding. Merci. Putain, le cerveau de merde. Donc dans Love Lies Bleeding, et c'est Anna Barshnikov, non. J'ai foi en toi. Cathy O'Brien. Voilà, Cathy O'Brien, effectivement. Eh ben, avec la prononciation ultra princesse O'Brien. Cathy O'Brien, effectivement. Mais c'est qu'un exemple, hein. Mais voilà une actrice qui est talentueuse, charismatique, qui a les yeux bleus de Red Sonja et qui est bulky à en crever. Elle avait même joué d'ailleurs un petit caméo pourri dans Planet of the Apes Quantumania, malheureusement, qui n'avait aucun intérêt. Voilà, je sais pas pourquoi systématiquement prendre des meufs qui ont la taille mannequin. Red Sonja, c'est une barbaresse, c'est la frangine spirituelle de Conan, donc voilà. Bon, ça c'est un petit commentaire qui n'a rien à voir avec le film en lui-même, parce qu'en plus j'aime beaucoup l'actrice Mathilda Lutz, que je trouve qu'elle est très charismatique. Regardez Revenge de Coralie Farja, voilà, c'est un plaisir. Regardez Revenge de Coralie Farja, tu n'as pas déjà dit ça une fois ou deux? Oh, même 10. 3 ou 4, ouais. Le film, il a l'air fauché, il a l'air débile, il a l'air paradoxalement sincère ouais. dans ce qu'il essaye de faire du truc. J'aurais pu me passer de la blague sur le bikini en métal. Ça, c'était les années 2000 par contre. Quand on monte son costume au héros en mode c'est ridicule. Mais c'est un commentaire méta. C'est comme dans X-Men 1. Tu voulais quoi? Des combinaisons jaunes?
Je dis, bah oui, connard, puisque vous avez des combinaisons jaunes en comics, j'aurais bien aimé des combinaisons jaunes, effectivement. C'est pas la peine de faire une vanne dessus. Oui, mais sauf que du coup, là, il y a le bikini en code de maths, techniquement. Oui, Alors, mais c'est pas complètement un fait une bikini, blague, tu mais vois. En fait, ils mettent ça pour que, quand elle combat dans l'arène, pour le plaisir du roi de la série britannique. qui est Robert Sheehan, du coup. Voilà, Robert Sheehan. Incroyable carrière, quand même, hein, c'est terrible. Alors, lui, il a des sortes aux enfers et quand même assez énervé, hein. Et alors Mais, qu'il est bon, il est bon, en plus. Bah oui, il est bon, mais la vie n'est pas juste. Ouais. La vie n'est pas bonne, pour le coup. Mais après, moi, je sais pas, comme tu dis, je vais le DL, hein, très clairement. Je vais le mater quand Océane sera pas là. Je avec une condamne bidouze, ses propos. Mais faudrait se faire, franchement. Ouais, non, c'est qu'Océane sera là, d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait pas faire Il aime bien Robert Sheehan. dans ton cinéma, un double feature, Hellboy, Crooked-Man et Red Sonja. Par contre, ça se paye, ça. Tu vois. Voilà, c'est une séance gratuite, privilégiée et tout. Non, mais genre en exclusif. événement public, tu sais. Ah bah oui, bah vas-y, bah contacte les ayants droit. Et on... Bah, y en a pas d'ayant droit, de toute façon, vu que personne le distribue en France. Oui, mais c'est presque illégal de projeter sans l'accord des ayants droit. Je peux pas t'aider, mon pote. S'il y a du public, il faut qu'on ait un accord officiel. On fait une nuit pirate comme ça. Ça, on peut, par contre, pas de souci. La Pirate Night. J'en ai fait beaucoup pour Netflix. La Ratspi Night. Mais du coup, ouais, ça a l'air. En fait, ça a l'air de rien. C'est ça le problème aussi, c'est que du coup, j'arrive même. C'est juste, mais Dans les commentaires de YouTube du trailer, tout le monde dit, je n'ai pas d'avis, je n'arrive pas à savoir si ça va être bien ou pas. Et je suis non, assez ça va d'accord pas être avec bien. ça. Ça va pas être bien, mais on va kiffer quand même, en fait. Mais ça, il y a des trucs qui ont l'air bien. Il y a un truc dans le côté, ouais, débile, série B qui s'assume et tout. Mais c'est ce que fait MJ Bassett, en plus, hein. Elle avait fait un film avec, Megan Fox, qui chasse des trafiquants de lions en Afrique avec un Uzi. Ok, ouais. Ce film, il est sympa. Enfin, je sais pas, il est nul, mais il est sympa. Il y a un truc, c'est cette scène de la série B un peu gaguesque que tout le monde pointe du doigt en disant c'est de la merde, nanana. Ben oui, mais écoutez, tout le monde peut pas avoir le budget ou le talent pour faire des grands films à chaque fois, c'est pas grave. Ah, mais attends, MJ Bassett, elle a fait du H versus Evil Dead aussi. Ben oui, en plus. Non, c'est pas, je te dis, elle sait quoi. Très bien, cette nana. Le côté assumé de la série B, elle sait le faire, donc. Ah, et c'était Rogue, le truc avec Megan Fox. Ouais, c'était sympa, ça. Ouais. Enfin, c'était nul, mais c'était sympa. 4,2 sur IMDb, c'est que c'était pas terrible. Mais C'est sympa. Et voilà, il faut pas non plus tout juger au premier degré. attends, elle a fait Silent Hill Revelation aussi. Ça, par contre, c'est pas bien, ça. Ça, par contre, non. Ouf. Ouais, mais Ça, c'est compliqué. c'est pas beaucoup pire que celui de Christophe Gans. Oh, il est vachement bien. Ouais. Oh, là là. attention. Allez, c'est parti. Attention ce que tu dis. Bref, voilà. Red Sonja sort. Déjà, ça, c'est une surprise. C'est ouf. Parce qu'on savait pas. Tu vois, Ouais. ça fait comme 3 ans que c'est tourné. Que te dire? Elle est rousse, l'héroïne est rousse. Elle a une épée, elle a le bikini, elle coupe des mecs en deux. Et les comics Red Sonja, dans leur immense majorité, ne sont pas beaucoup plus futés que ce trailer. Très bien. Eh bien, on Je veux le va. dire, je suis désolé. On regardera ça. Il y a plein de très bons comics Red Sonja, mais la majorité, c'est de la prod poubelle de Dynamite. Et donc, les derniers volumes qui sont publiés chez Graf Zeppelin en France, d'ailleurs, si ça vous intéresse, notamment ceux de Gail Simon qui sont publiés Très sympa. en VF. Donc, n'hésitez pas. Et il y a aussi Neophilis qui fait l'édition des vieux Red De Sonja Thorne. de Thorne, de On a Frank déjà Thorne. parlé, mais le tome 1 est épuisé, il est plus dispo qu'en version premium. Donc, mais n'hésitez pas. En tout cas, sachez que ça existe et que si c'est pas dispo en librairie, peut-être qu'il y a une bibliothèque qui s'intéresse un peu au patrimoine qui se les ait procurés. On en a terminé du côté de notre podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet ou sur notre Discord à tous les sujets qui ont été évoqués. Vous pouvez également contribuer à notre Tipeee si vous souhaitez nous soutenir et nous permettre de voir l'avenir sur le long terme. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!